Sciences Po. C'est votre bizarrerie à vous. Pourquoi? Parce que quand on dit, tiens, on reçoit Anne Romanoff, ah mais en plus, elle a fait Sciences Po. Ça ressort toujours. C'est vrai. Ça- Bon, après, il y a François-Xavier de Maison, il a fait Sciences Po aussi, je ne suis pas la seule. Il y en a plein. Bonsoir, merci de Bonsoir. passer la soirée avec nous. Non mais Vous avez une tête à avoir fait Sciences Po. Vous. Eh bien, figurez-vous que non. Ils vous ont pas pris. Eh ben non, évidemment. Vous avez passé le concours? Eh ben, j'ai essayé. Ah, ouais. Mais, ouais, non. Mais, Et les vous- résultats, à l'époque de la première année, ils Oui. étaient sur cette vitrine. Ah, donc vous Quand arrivez ici. Non, quand on savait si on était admis, je ne sais pas si c'est cette vitrine ou celle-là, mais c'était là. Ah oui. Ouais. Et Et vous je me vous rappelle, souvenez ah bah du oui, stress? je me souviens surtout surtout que l'admission, c'était là, les listes s'affichaient, comme pour le bac, on était dedans ou pas, quoi. Et qu'est-ce qui vous a pris? Vous vouliez être femme politique à 17 ans? Non, c'est parce que j'ai fréquenté les cours de théâtre à l'âge de 12 ans. Oui. J'avais très peur de ne pas gagner ma vie comme comédienne. Je D'accord. voyais les comédiens galérer, j'étais tout le temps avec des gens plus vieux que moi. Et donc j'étais très consciente que c'était difficile. Et comme j'avais un an d'avance et que Sciences Po ça durait que 3 ans et il n'y avait pas de maths et beaucoup de garçons, voilà, Ah oui. Oui, c'était par C'est élimination. une excellente excuse. Alors, 3 ans, pas de maths, des garçons. Dans Mais les cours de vous- théâtre, il n'y avait que des filles. mais J'étais nulle en maths. honnêtement, vous avez fait Sciences Po pour faire du théâtre? Non, j'ai fait Sciences Po pour avoir un diplôme si jamais Oui, j'arrivais pas à gagner ma mais vie comme vous- actrice. On a toujours quelque chose en tête. On se dit, tiens, allez, je pourrais faire ci, ça. Non, c'était vraiment pour. Je serais devenue journaliste si j'avais pas été actrice. Ah, vous avez de la chance. Non, mais parce que de pas être journaliste. Non, mais parce que j'adore poser des questions aux gens. Oui. Ah, donc vous allez me poser des questions aussi? Ouais, non, mais les gens, j'ai même pas besoin, les gens ils me racontent leur vie. C'est vrai. Je suis tellement empathique. Mais, alors, vous savez ce qu'on va faire? J'ai toujours une question. Ouais. Quelle question faut-il poser à Anne Romanoff? La bonne question à Anne Romanoff. Oh là là. Parce que vous savez des choses sur vous. Vous voyez, si je vais avoir un bon extrait, une bonne réponse, quelque chose Je d'intéressant. vous dirai tout à l'heure, je vais Ah oui, réfléchir. un peu plus tard. Ouais. Bon, et alors, vous êtes à Sciences Po. Alors ça, c'est pas la première année. Là, Non. c'est la deuxième année. Oui. La première année, elle était là-bas. D'accord. Rue de la Chaise. C'est-à-dire, ah, mais on peut y aller. Ouais. Et alors, en plus, vous êtes, parce que c'est Et les devenu résultats mythique du diplôme aussi, ils étaient marqués là. aussi ici. Ouais, tout était là. Et vous êtes d'une promotion mythique. Oui, mais ça, Si. c'est un peu du pipeau parce qu'en fait, les promotions de Sciences Po, Sont toutes c'était. mythiques. Non, c'est pas ça, mais c'est 600 personnes. Oui. Donc en fait, il y a Ariane Chemin qui a fait un livre sur la promo 86, dont je fais partie. Mais c'était 600 personnes. Quand on peut penser, avec ce titre, la promo 86, qu'on est tous dans la même classe et tout. On s'est entrevus de loin, il y en a que j'ai même pas vu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah Et oui. c'est des gens qui étaient à l'époque dans les 2-3 promos autour. Hein. Et moi, j'ai raté quand même 2 fois le diplôme. Je l'ai la 3e fois. Ah oui, Donc j'ai redoublé. Ah oui, vous êtes battu quand même. Non, mais la première année, quand on l'a à l'époque, Oui. je pense que c'est encore maintenant, ça s'appelait l'année préparatoire. Donc déjà, c'était très dur de rentrer. D'accord. Et moi, j'ai vu dans mes notes que j'étais rentrée vraiment dans les derniers, mais je suis rentrée quand même. Et après, la première année, on pouvait passer le diplôme en juin, en septembre. Et si on le ratait, on était viré de Sciences Po. C'est-à-dire que la première année, c'est comme une année de prépa. On bossait Ouais. tous comme des malades, tellement on avait peur, quoi. Et, Donc alors, et moi, j'ai réussi en juin. on peut préciser, parce qu'on n'a pas donné les noms, mais il y avait du Arnaud Montebourg, du David Pujadas, du Jean-François Copé. C'est vrai que vous êtes copine avec Jean-Françoas Copé ou Je pas? connais, oui, je connais, parce que son père était son père était phlébologue et il piquait les veines de ma mère. Ah oui. Ah oui, alors vraiment ça. Non, donc elle m'avait dit, ah ben le fils de mon docteur, il est à Sciences Po, donc Et voilà. alors ici c'est le café mythique, c'est Ouais, ça? ouais, mais Ouais. il a beaucoup changé. J'ai été tout à l'heure. En fait, il était. Enfin là, ça s'est modernisé, mais à l'époque, il y a 40 ans, c'était pas du tout moderne comme ça. quoi. D'accord. Et donc cette rue-là, vous avez, les étudiants de Sciences Po, vous êtes une référence. Et pour Sciences Po, vous êtes une fierté ou pas? Bah, j'en sais rien. Non, je pense pas spécialement. Non, je pense pas. Vous m'emmenez où là? Bah là, je vous emmène Ah rue de la Chaise. C'était l'année préparatoire. Donc en fait, le but, c'était d'arriver de passer de cette rue à cette rue. À cette rue. Ouais. C'était de belles années? Ou non, c'était des années de travail, de labeur. C'était la première année quand j'étais là, c'était vraiment une année de stress quand même, parce que j'avais peur d'être virée. Et je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie que la première année. Et après, on va dire que une fois qu'on était passé dans l'autre rue, on était cool. Il fallait réussir le diplôme, mais on avait le droit de redoubler et tout ça. Donc là, je peux dire que je me suis un peu laissée vivre. Et la preuve, je suis abordé le diplôme tellement cool que je l'ai raté une première fois. Ouais. Après, je me suis dit, c'est pas grave, je vais bosser l'été, je vais l'avoir. Oui, ça va faire.
ça n'a pas non plus, et je l'ai quand même eu la 3e fois. Mais ça a été un peu... Et à un moment, je me suis dit, merde, j'ai quand même pas fait tout ça pour pas avoir le diplôme, mais voilà. C'était comment Sciences Po à l'époque? Parce que maintenant, on en a une image, je vais vous poser des questions là-dessus, mais à l'époque, c'était comment? Est-ce que vous rentriez dans la bataille du débat d'idées? Il y avait déjà des confrontations? Non, alors c'était... En tout cas, la première année, c'était... Je veux dire, après, il y a Richard Descoings qui a ouvert Sciences Po au quartier défavorisé et tout ça, et je trouve ça formidable parce que qu'on peut parler de... C'est pas l'homosexualité sociale, mais c'était moi, la première année, je suis tombée... Alors, on est dans des conférences, et je suis tombée... Alors, est-ce que c'est là ou c'est... Non, c'est plus loin. Je reconnais même pas, putain. Non, c'est... Je sais... Ouais, je pense que c'est là. Ah, c'est plus loin, c'est là. Ouais, c'est là-bas. Et en fait, moi, je suis tombée dans une conférence, il n'y avait que des nobles, il y avait Rohan Chabot, enfin... Je suis tombée, en fait, il y avait plein de gens de la bourgeoisie du 7e arrondissement, et moi qui venais du 17e, c'était quand même un milieu favorisé bourgeois, je me sentais complètement... Ah, même vous? Oui, je me sentais larguée, c'était pas les mêmes codes sociaux, c'était quand même... Ouais, il y avait beaucoup de... Ben, c'est là, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est là. Donc, vous voyez, un petit hôtel particulier, mais alors même... Ah oui. C'est là où... Attendez, je sais plus où c'est. Je ne suis pas retournée depuis 50 000 ans. Je pense que c'est là, mais pourquoi... Attends. Vous voulez rentrer? Pas sûr. Non, c'est pas là. Je sais pas. Peut-être c'est là-bas. La fille qui ne reconnaît pas. Mais c'est là où je... Oui, alors, là, d'un seul coup, on se dit que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé... Mais ça fait très longtemps. Mais non, mais ça fait très très longtemps. Ça fait 40... c'était en 82. Ah, alors, oui. ça fait quand même 40 ans. Ouais. 42 ans. Ah, c'est là. Bah oui, c'est ça, je me disais. Oui, alors, en plus, il y a un panneau. Oui, il y a un panneau. Alors, jusque-là, on ne peut pas se tromper. C'était un petit hôtel particulier quand même, pas dégueu. Hein. Voilà, donc là, c'est ma maison. Je vais vous faire visiter. Allez, venez, on va se faire tirer dessus. On n'a pas d'autorisation. Oh il y a un vigile. Oui, je peux pas rentrer? Non, ok. D'accord. Ben voilà, c'était là. C'est impressionnant, quand on entre ici, on se dit qu'il va falloir bosser. Bah là, c'était plus petit, mais on allait bosser à la bibliothèque là-bas. Donc on faisait quand même le chemin, voilà. Il n'y avait pas de bibliothèque ici. Il y avait une petite bibliothèque, mais qui n'était pas top. Donc la grande bibliothèque de Sciences Po, on allait là-bas. On remonte sur nos pas, parce que nous, notre voiture nous attend là-bas. Oui, je suis désolée, mais je voulais... C'est alors, bien que je sois retournée. Donc, au milieu, ce Sciences Po-là. Ouais. Donc pas très loin. En tout cas, moi, où je suis tombée, spécialement pas mélangée socialement, des gens qui allaient dans des rallyes du 7e arrondissement. Et moi, je venais du lycée Carnot, qui était un lycée bourgeois, mais j'avais pas les codes. C'est-à-dire, je me suis acheté un impair, mais j'avais pas de Burberry. Je me suis mis un bandeau en velours dans les cheveux. Enfin, je me suis adaptée. Quand je vois des photos de moi à cette époque, j'avais le bandeau en velours. Mais alors, c'est pas... Sciences Po a totalement changé. Aujourd'hui, c'est oui, mais ça. je sais. Alors... Mais je suis retournée faire des photos peut-être il y a 20 ans. Et là, il y avait des mecs à moitié nus sur la pelouse qui bronzaient. Je me suis dit, mais j'ai jamais connu ça. Moi, c'était un peu conservateur quand même. Là, c'est devenu très woke, très machin. Mais à l'époque, pas du tout. C'était quand même assez conventionnel, quoi, je pense. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai connu. Est-ce que c'est devenu trop woke? Je ne veux pas de problème. J'ai un sketch dans mon spectacle. Oui. Venez me voir à Bobino, je fais un sketch sur le wokisme. Oui, je vous en parle tout à l'heure. Non, mais là, pour l'instant, j'ai plein de questions sur Sciences Po. J'imagine que vous avez une réaction après ce qu'on a entendu. Vous avez vu cette histoire de... Ah, vous voulez pas en parler? Ah non, c'est le soir, je suis bien. Je n'ai pas envie... Ah non, on parle de moi, ma vie, mon œuvre. Je donne pas mon avis. Non, mais alors ça, c'est une vraie crainte des artistes. Mais non, c'est pas une vraie crainte. Si, c'est vrai. Les artistes ont peur de parler des questions de politique, sans forcément donner un avis, mais vous voyez. Oui, mais après, entre donner son avis sur tout et n'importe quoi, n'importe comment, moi, ce que j'ai à dire, je le dis sur scène. Oui. C'est pertinent, c'est pensé, c'est écrit. Oui, alors c'est vrai que vous écrivez beaucoup, paraît-il. Et donc, voilà. Mais vous avez un avis puisque vous y avez été, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes légitime. Non, j'ai pas un avis sur un truc qui s'est passé il y a 15 jours, franchement non. Je n'y étais pas justement. Mais est-ce que vous trouvez que les artistes ont besoin aujourd'hui de se protéger, de pas trop donner leur avis, moins donner leur avis qu'à une époque? Je vois pas ça comme ça, parce qu'après il y a la fameuse question, est-ce que les humoristes peuvent rien dire, tout dire? Je pense que chaque époque a ses contraintes.
Il y a des sujets plus sensibles maintenant qu'il y a 10 ans. Par exemple, maintenant, tout ce qui est sexuel sur scène, je parle de l'humour. Hein. Oui. On peut y aller autant qu'on veut. Il n'y a aucun souci, on peut parler de n'importe quoi. Il y a 30 ans, 40 ans, quand j'ai démarré, les trucs sexuels, c'était très touchy. Mais est-ce qu'il non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sensibilités qui se bougent selon les époques. Et après, on reste dans un pays libre. Et je trouve que la scène, c'est un des derniers endroits de liberté parce que justement, on n'est pas filmé. Comme là, on n'est pas enregistré, donc on peut dire pas. Mais est-ce qu'il y a une peur même de perdre de l'audience et perdre des spectateurs? Non, je pas du tout. Je pense. Non, mais pas du tout. Chaque humoriste, à l'intérieur de ses contraintes de l'époque, il crée. Il y a des gens qui transgressent et c'est super. Chacun fait comme il sent. L'important c'est d'être sincère dans son propos. Ça c'est d'accord. Et ensuite, moi, ce qui me saoule, c'est en effet ce côté filmé en permanence, mais par des médias, alors les médias d'internet, excusez-moi, on se méfie énormément, mais les gens qui peuvent sortir un truc, vous filmer, et comme en ce moment tout le monde est sur les nerfs, et il y a de quoi, parce qu'on vit dans un contexte qui est compliqué pour tout le monde, entre les guerres, la crise économique, l'inflation, la crise morale, la remise en question, l'extrême droite, machin. Donc tout le monde, en effet, est hyper nerveux, réactif. Donc du coup, le moindre truc prend des proportions incroyables. Donc évidemment qu'à partir du moment où on a un propos public, on n'a pas envie de se retrouver au sein d'un... Voilà. Ouais, mais c'est dommage. Sans blague. Allez-y. Non. Allez, créer une polémique, c'est tellement drôle. Non, mais non, c'est pas la question de la polémique. Mais vous voyez, on aime bien les plateaux de l'époque avec des gens qui donnent leur avis, qui sont pas d'accord, des artistes, vous voyez. Non. Moi, je suis pas passionnée par le débat. Non. D'ailleurs, ma fille qui a 20 ans, elle me dit que je ne sais pas débattre. Moi, je suis pas quelqu'un de... Moi, je suis plutôt quelqu'un de consignant. J'aime pas les conflits, vraiment. C'est pas quelque chose que... Et le débat d'idées pour le débat d'idées, ça m'intéresse pas vraiment. Vous êtes parisienne? Oui. Ah, donc c'est là, bien, vous avez changé de sujet. Oui. Bon, je vais y revenir. Je suis libérée. J'ai plein de méthodes pour y revenir. J'ai plein de méthodes pour pas répondre. Parce que je fais un peu des interviews depuis plus longtemps que vous, d'accord que vous en faites. Peut-être. Ah bah sûrement. Vous avez raison. Non, vous avez raison. Parce que vous avez quoi, 35 ans max? Moins. Ah, 28? À peine plus. 32. Non, j'ai 29 ans. 29 ans. Bon, alors, vous êtes parisienne, vous faites escale en ce moment, parce que vous faites une vraie tournée, vous. Ouais. Et alors, quand je suis allé voir le nom des villes, il y a des grosses villes, mais il y a des vraies villes. Des vraies villes. Des vrais noms de villes vraiment françaises. Mais c'est pas... Caluire, là vous allez à Caluire-et-Cuire. Caluire-et-Cuire, c'est à côté de Lyon. Oui, c'est une très grande ville. On sent le mec qui n'est pas sorti de Paris. Vous venez d'où? Je suis né dans les Hautes-Alpes et j'ai grandi en Haute-Savoie. Ah bah alors, Caluire-et-Cuire, vous connaissez pas? Oui, mais j'ai une passion. Bah si, je connais Caluire-et-Cuire, mais c'est quand même... j'ai fait une liste parce que j'ai adoré. Vous allez à Melun, à Montluçon, à Tulle, à Blois. Voilà, c'est des villes extraordinaires. Oui. Vous avez toujours fait ça, des tournées comme depuis des années, beaucoup. Pourquoi? Parce que le métier de la scène, c'est mon métier principal. En fait, c'est mon centre d'activité, c'est ce que j'aime faire, être sur scène. Et moi, je me demandais pourquoi ils avaient des gilets jaunes. En fait, c'est déjà... Vous les redoutez maintenant? Non, pas du tout, mais j'ai trouvé ça. Oui, c'est mon métier d'être sur scène. Donc, et les tournées, ça fait partie de ce métier. Et je l'exerce d'une manière assez artisanale en jouant dans des salles, je sais pas, de 400 à 800 personnes. Et j'aime ça, en fait. Et vous avez commencé comme ça aussi? Est-ce que c'est comme ça que vous êtes fait connaître? Je me suis fait connaître en passant à la télé, dans l'émission La Classe, en 87, c'est-à-dire moins d'un an après être sortie de Sciences Po, je me suis retrouvée à la télé en train de faire « Ah, la queue !» Donc c'était un choc thermique pour moi d'arriver dans cette émission. C'était quelque chose de... Ouais. Et les tournées, parce que j'ai lu dans un article que le Rassemblement National avait pris, et adapté, enfin avait nommé sa stratégie de campagne, la stratégie Anne Roumanoff, c'est-à-dire de faire des petites villes. Alors ça, c'était il y a très longtemps, j'ai lu ça. Ah, c'est fou. Moi, ça Mais c'est une méthode comme une autre. Ça a l'air de vous laisser sceptique. Ça n'est pas un titre de gloire que ce parti que j'exècre fait ça.
Est-ce que vous avez un public, et est-ce que c'est le cas ou ça n'existe pas, un public qui est plus fervent pour vous en province qu'à Paris? Ou non? C'est pas le même public, tous les artistes vous le diront, à Paris. Alors, vraiment, quand j'ai démarré, il y a 35 ans, il y avait une vraie différence entre le public de Paris et de province, puisque c'est pas le même degré d'information et tout. Maintenant, évidemment, tout s'est uniformisé et il y a plus de différence entre Paris et la province. Après, en province, il y a des fois des différences entre des publics plus ou moins chaleureux selon les régions, etc. Et après, à Paris, c'est vrai que c'est pas un public qui est réputé facile, mais franchement, non, moi j'aime bien jouer à Paris. Non, ça va. Franchement. Il n'y a pas de différence. Mais il y en avait n'adapte avant. pas un peu ses sketchs ou son spectacle? Ou non, de toute façon, le spectacle est ce qu'il est. Bah déjà, c'est pas le spectacle qui est stylé, c'est très long d'écrire, c'est très long d'avoir l'efficacité, qu'il y ait une phrase, un rire, donc on va pas s'amuser parce qu'on est à tel ou tel endroit, de faire des allusions avec une situation qu'on connaît pas, etc. Ouais. Par contre, quand je joue à l'étranger, c'est vrai que là, je peux faire un petit clin d'œil, ou voilà, mais pas en France. D'accord. Vous êtes à Paris, à Bobino? Ouais. 22, 23, 24 avril. 21, 22, 23. 21, 22, 23. Ça m'étonne pas que vous ayez raté Sciences Po, vous n'avez pas de mémoire en fait. L'expérience de la vie. Ouais. Ça fait un peu... elle est petite jeune, maintenant moi je sais comment ça se passe. C'était pas le propos, mais en fait c'est un spectacle qui parle vraiment de l'époque actuelle. Et c'était aussi un point de vue, je pense quand même que j'ai une expérience. Mais après, et dans ce spectacle, j'ai plusieurs personnages qui livrent leur expérience de la vie qui est différente pour chaque personne en fait. Chacun n'a pas la même manière d'expérimenter la vie. Et vous maintenant, vous avez l'impression que vous avez accumulé assez pour vous dire j'ai une expérience et je vous la livre? Non, c'est pas... Vous l'avez pas vu le spectacle? Si, je l'ai vu. Alors là, je l'ai vu. Monsieur devait venir à Bobino, monsieur a eu un petit problème personnel, genre. Alors je l'ai vu, non mais ce qui est vrai, je ne l'ai pas vu dans la salle. Mais je l'ai vu en captation, comme ça qu'on dit. Ouais. Je peux vous donner des preuves, non, mais je m'interroger. Non mais c'est pas, en fait, le propos c'est pas, enfin je sais pas, c'est pas de raconter mon expérience, mais c'est vrai que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ça change quand on a un certain recul sur les choses, et peut-être pas tant que ça non plus, enfin voilà quoi. C'est pas la chanson de Gabin, je sais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais que je ne sais pas. C'est ce qu'il finit par dire Gabin dans la chanson aussi. Je suis d'accord avec Gabin. Et alors, vous avez un côté un peu boomeuse, mais que vous assumez totalement. C'est comme ça qu'on dit maintenant, boomer, boomeuse. Et vous l'assumez, mais en même temps, vous n'êtes pas dupe. Je suis pas dépassé, je sais que ça se passe comme ça. J'ai l'âge que j'ai pas forcément d'avoir 20 ans. Et après, j'ai une fille de 20 ans qui me traite de boomeuse, donc et j'en ai fait un sketch. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fait un sketch? J'ai fait un sketch sur justement le wokisme avec 3 points de vue. Une femme qui veut être dans la modernité, son mari qui n'est pas déconstruit, sa fille qui est woke. Et ça m'intéressait de naviguer entre ça. Pour tourner autour de ces notions. Attention, j'ai peur qu'il se tue. Alors, je ne vous ai pas présenté Riyad. C'est le seul qui travaille vraiment. Oui, mais il recule surtout. J'ai peur qu'il rentre dans un poteau. Je ne sais pas comment il fait pour pas rentrer dans un... Vous me suivez, on traverse et nous, on va prendre la voiture? Je prends le taxi, là. Tiens. Ok. Tu vas à Gréval, là? Ouais, au Grévin. On traverse de l'autre côté et on y est. Mais vous essayez pas de montrer que... C'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est que vous prenez du recul et vous dites, bon, ok, cette génération, elle est là. Moi, je la regarde, mais elle m'intéresse et je veux pas la juger. Je suis pas dedans, je veux pas essayer de m'intégrer. Oui, parce que je suis pas dans le jugement en fait. Quand je fais un personnage sur scène, elle est où la voiture? Elle est de l'autre côté, là-bas. Quand je fais un personnage sur scène, en fait, j'essaie de comprendre la personne de l'intérieur, en fait. Donc je juge pas. Comment ça, c'est-à-dire? C'est de l'intérieur, c'est un psy qui fait ça. Ouais, mais il y a certainement... En fait, souvent au début d'un sketch ou d'un thème, il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'a énervé. Et attention, il y a des barres, mais je sais pas comment il fait pour ne pas se cogner. Il slalome. Allez, on traverse, on voit que c'est vert. Quand même. Ce garçon vit très dangereusement. C'est pour vous mettre en valeur. Oui, d'accord, mais il me fait peur, en fait. Attention, il y a un trottoir. Il va le voir. Moi, vous savez, comment il va le voir? Il n'a pas des yeux derrière la tête. Il s'adapte. Le problème, quand il regarde le trottoir, il ne vous regarde plus vous.
Non, mais voilà, donc au départ d'un sketch, il y a souvent quelque chose qui m'énerve. Et après, quand je fais un sketch, et ben, du coup, je me mets à aimer, à comprendre la personne de l'intérieur et à l'aimer, en fait. Je suis pas dans le jugement. Alors, Vous comprenez pas ce que je dis, mais si, c'est bah pas si, grave. je vous Non, comprends. j'ai bien vu, vous prenez un air... Circonspect. un air... Qu'est-ce que je vais poser comme question? Parce que là, j'ai Bête. rien compris à ce qu'elle a dit. Oui, Ah, j'essaye monsieur nous ah, prend ça en y est, photo. J'ai la voiture ici. Vous êtes pris en photo. Oui, vous êtes pris en photo devant les deux magots. On y va, la voiture est ici. Ok. That are very comfy. Oh, Hop. Tenez, je vous Oh. ouvre la porte. bonjour, bonsoir. Ah, la voiture. La porte s'est refermée, regarde. C'est bon. Bienvenue, vous avez un peu d'eau sur votre gauche Ok. si vous voulez. Il faut mettre la ceinture. Si vous voulez. Mais non, mais sinon ça fait clic 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 ou pas? Non, c'est une voiture qui fait Ah cling bon, cling alors. cling uniquement quand on passe à côté d'autres voitures. Ok. Non, vous dites n'importe quoi. Bon alors, on en a un peu parlé. Oh là là, qu'est-ce qui va me sortir? Est-ce que vous avez été woké, vous? Ok, ça que vous dites. c'est-à-dire? Bah, c'est vous qui utilisez ce mot. Elle m'a woké. Oui, bah ce sketch que je fais, bien sûr, alors c'est pas ma vie à moi, mais je me suis inspirée de certains trucs qui avaient pu se passer avec ma fille, bien sûr. C'est quoi votre définition du wokisme? Oh non! Ah si, parce que vous utilisez, vous utilisez 18 fois le mot discriminé, mais dans un sens que là, j'ai pas compris. Bah, la définition d'un spectacle, c'est woke, ça vient du verbe awake en anglais, qui veut dire se réveiller, et les woke, c'est des jeunes qui sont réveillés pour surveiller qu'on discrimine pas ceux qui sont déjà discriminés, et pour ça, ils sont prêts à discriminer ceux qui discriminent les discriminés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fois le mot discriminé. Vous voyez que... Non mais c'est normal qu'on puisse se perdre. Là, il faut le passer en replay. Bah, les pour gens, ils comprendre. rient. Oui, bah oui, mais c'est très drôle. Voilà. Et alors, c'est-à-dire des situations avec votre fille, mais par exemple. Ah non, très je raconte concrètement. pas ma vie, non, franchement, Ah non. c'est dans le sketch. Ah oui, c'est vrai que c'est dans le sketch. C'est dans le sketch. C'est une source, le wokisme, d'humour inépuisable. Non, pas forcément. Ah non dépend. Il n'y a rien. Quand les gens disent oh, l'actu, c'est du pain béni. Non, c'est très difficile. Un thème est très difficile. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout facile de rendre drôle des choses pas drôles, en fait. Non. Ouais. Chaque fois, c'est une prise de tête. Et justement, je voulais pas être dans le jugement. Et je pense que c'est un sketch qui rassemble, qui fait rire et les woke et les anti-woke et ceux qui savent même pas ce que c'est. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est de pointer des choses et de réunir et de rassembler. Et vous... Pas de C'est diviser. vrai qu'on n'arrive pas à savoir si vous le portez dans votre cœur Ah, ou non. bah voilà. Non, ça c'est... Non, c'est... Bah, ça a demandé beaucoup de subtilité dans l'écriture, justement, de ça. Vous croyez que les gens, et vous l'avez un peu dit, les gens savent ce que c'est ou pas? Parce qu'on en parle, ça a l'air d'être très parisien, le wokisme. On en parle bien à Sciences sûr, Po, bien mais est-ce sûr, qu'on en mais parle? Bien sûr, les gens, ils savent pas ce que c'est, bien sûr. que non. Et comment vous les accompagnez? Comment on va chercher quelqu'un pour Mais les c'est faire pas arrêter avec ça, ça me saoule. Mon spectacle, il n'est pas là-dessus, c'est un Non, sketch. non, mais on va pas faire justement. 3 heures là-dessus. Ah ça non, me- bien sûr. Non, bah, Voilà. mais ça vous énerve. Allez, question suivante. Alors tiens, est-ce qu'il y a Ah. des modes dans l'humour? Bien sûr. Le wokisme, c'est à la mode. Non, Je reviens. pas- oh là mais si, là. c'est vrai, tout Mais le quand monde en je- non, mais parle, c'est tout pas le monde ça. fait des sketchs là-dessus. Mais l'humoriste, c'est quelqu'un qui tend un miroir à la société. Oui. La société, elle change, donc les thèmes de la société, bien sûr, on en parle. Et les thèmes de la société sont pas les mêmes maintenant qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 30 ans. Ça Oui. change. Oui. D'accord ? Ça, c'est une chose. Ensuite, Oui. la manière de faire de l'humour, elle a changé. Depuis 35 ans, heureusement que ça a changé. Ouais. Donc, il y a plein de manières de faire de l'humour qui sont toutes respectables. Moi, je dis souvent, ce qui compte, c'est de faire de la bonne nourriture, que les gens aient envie de retourner au restaurant. Mais dans l'humour, il y a de la cuisine espagnole, il y a de la cuisine asiatique, française, italienne, fast-food, élaborée. Il y a toutes sortes d'humour. Et c'est tant mieux, comme il y a toutes sortes d'individus sur la Terre. Donc, voilà. Mais par exemple, c'est quoi les sujets de 2024 et les sujets que vous faisiez en 2014? Vous dites, tiens, ceux-là, bah, ils sont plus dans l'actualité, ils sont plus... Vous vous souvenez de votre spectacle de Mais 2014? déjà, je travaille pas que sur l'actualité. Non, bien sûr, Non, mais c'est un mais thème. si, c'est important. Je travaille aussi sur l'humanité, sur le couple. Oui, Euh, ah bah, le couple, j'ai- c'est intemporel. D'accord, mais j'ai fait des sketchs sur les femmes enceintes, sur les gosses qui n'ont pas leur devoir, sur les gosses qui dorment pas, sur le couple qui divorce, sur les rencontres après le divorce. Ça, c'est des choses qui sont pas liées à l'actualité.
Donc il n'y a pas que, et heureusement, et il n'y a pas... encore une fois, je ne sais pas comment dire, chaque humoriste est libre de choisir tel ou tel sujet qui l'inspire ou pas. Il peut y avoir des trucs dont tout le monde parle, et moi j'ai rien à dire de pertinent dessus, je ne veux pas faire un sketch dessus, parce que c'est dans l'actualité, sûrement pas. Non. Le plus Ça d'ailleurs, ça m'intéresse, vous partez d'où? Quel est le déclencheur? Tiens, je veux parler de ça. C'est déjà déclencheur de trouver quelque chose qui peut m'énerver ou me toucher, ou j'ai quelque chose à dire dessus. Et surtout, le deuxième déclencheur, c'est de trouver un angle où j'arrive à faire rire sur quelque chose qui n'est pas drôle au départ. Et des fois, ça peut prendre du temps de trouver. Il y a des fois des sketchs que je démarre et je vais les laisser tomber parce que j'ai pas trouvé la manière qui me convenait d'en parler, ou ça faisait pas rire. Par exemple, là, dans ce spectacle, je fais une fille qui essaye toutes les méthodes de développement personnel. Ça faisait 3 ans. J'avais essayé à 3 ans dans un spectacle de faire un sketch là-dessus et j'avais pas réussi parce que à l'époque peut-être le développement personnel était moins présent et j'avais pas trouvé l'angle du personnage, donc j'arrivais dans ce sketch, il y avait des petits rires, enfin voilà, je l'ai foutu à la poubelle parce que j'arrivais pas à traiter le thème, et là j'ai trouvé l'axe, et là maintenant il y a une phrase, un rire dans ce sketch, mais ça m'a mis du temps. Voilà, c'est chaque sketch est une aventure et d'écriture et d'interprétation et une réflexion, et il y a beaucoup de prises de tête en fait sur comment je travaille avec un metteur en scène, Gilles Galliot, et on se prend vraiment la tête. Alors plus ou moins sur certains thèmes, il y a des thèmes plus faciles même, il y a des trucs touchy, puis après il y a aussi, c'est très écrit, donc c'est vraiment la virgule machin, mais j'ai aussi la chance de pouvoir improviser sur scène, donc il y a aussi des choses qui viennent, qui se rajoutent, ce qui fait par exemple que là, les gens qui ont vu le spectacle à Bobino, quand je l'ai créé à l'Européen, c'était pas, ils me disent oh mais là ça a vachement changé, mais moi j'aime ça, et c'est ça qui est bien dans le spectacle vivant, c'est que on est en perpétuelle évolution, et moi je suis tout le temps en recherche, et puis je vais dire tiens mais ça fait pas assez rire, je vais l'enlever, je vais rajouter ça, je vais enlever ça, et puis il y a des fois je pars sur des impros sur scène et ça fait rire et je la rajoute le deuxième soir et je la creuse et je trouve sur des choses que j'avais pas du tout écrites au départ, mais qui fonctionnent très bien auprès du public, quoi. Vous avez dit qu'il y avait des sujets parfois touchy, est-ce que vous êtes déjà restreinte? Le mot censuré est peut-être trop fort, me dites ouais non là j'y veux pas. Non, il n'y a pas de restreinte. Je fais selon ce que je ressens avec ma sensibilité, et puis après je me cale aussi sur le public. Il y a des fois moi des trucs qui me font rire, ou c'est pas des trucs, mais c'est tout d'un coup je sais pas, de me dire tiens je vais traiter ça, et ça me fait rire, et en fait les gens ils me regardent et qu'est-ce qu'elle raconte, donc je laisse tomber en fait. C'est quand même le public aussi qui décide, et puis selon toute la partie du fin du spectacle où je traite de l'actualité pure, elle est très évolutive, parce qu'au moment des présidentielles, je parle des présidentielles, mais je parle de l'Ukraine, je parle du Proche-Orient, mais je le fais, enfin je sais pas, selon la sensibilité du moment à ce moment-là, quoi. Peut-être que je vous pose ces questions, et je vais vous poser des questions sur le wokisme et toutes ces choses, parce qu'on a commencé devant Sciences Po, et vous vous êtes emparé de la politique. Il y a des humoristes qui ne s'en emparent pas du tout, qui n'en parlent jamais. Et vous, peut-être qu'on se dit, tiens, on veut savoir ce qu'elle pense vraiment. Mais en fait, je ne me suis pas emparée de la politique. Pendant très longtemps, justement, comme j'avais fait Sciences Po, et comme il y avait les Guignols, et comme il y avait Bedos, je voyais pas et les Guignols de l'info, je parlais. Je voyais pas qu'est-ce que je pouvais apporter en l'humour politique, et que déjà ça existait. Enfin, j'étais pas, voilà. Et quand j'ai trouvé ce personnage de pilier de bistrot, et qu'il y a eu un moment, j'ai commencé à faire ce sketch au moment du début de la guerre en Irak, où il y avait Bush en Irak et tout ça. Et là, tout d'un coup, j'ai senti une adhésion du public, et donc j'ai ce moment maintenant qui clôt chacun de mes spectacles où je commente l'actualité pendant 15 minutes à peu près, et je termine mes spectacles comme ça, et les gens aiment bien ça, mais c'est pas le mot m'emparer de la politique, en fait c'est parler de l'actualité par le prisme de ce personnage. Et en fait au tout début où je faisais ça, c'était pas mal un tir au pigeon où j'attaquais tel ou tel homme politique au bazooka et tout. Et maintenant je trouve que c'est tellement difficile pour les hommes politiques et les femmes, je trouve qu'ils s'en prennent tellement plein dans la gueule que je suis pas dans un truc d'autodestruction, je suis plus presque les défendre ou être en empathie avec eux, quoi. Qu'est-ce qui a changé pour que vous... C'est vous qui avez pris de la maturité et dit ouais, ça vaut plus le coup, non, je pense que c'est les gens, Non, c'est pas que ça fait moins rire, mais... C'est-à-dire que si vous payez Macron, ça fera toujours rire les gens. Mais c'est pas à me payer, je le vais pas comme ça, je pointe certains... Vous avez quand même dit tir au pigeon. Oui, mais justement, peut-être par exemple à l'époque de Sarkozy, où l'homme politique, il était vraiment puissant, où il y avait... et puis lui était un personnage assez incroyable, il suffisait de décrire ce qu'il faisait, les gens riaient. Il y avait pas, Ah oui ? Oui, il n'y avait pas besoin d'écrire forcément, enfin...
il était tellement incroyable je sais pas, dans ses actions et un peu comédien. Et puis, je sais pas, c'était une époque moins dangereuse. Là, on a quand même 2 guerres, on a une crise économique, on a l'extrême droite aux portes du pouvoir. Je veux dire que, je sais pas, l'époque est pas légère, quoi. Donc, moi, en tout cas, je n'ai plus. Puis peut-être que Macron se prête pas à ça, mais je suis pas là-dedans. Par contre, je me moque, bien sûr, mais je suis pas dans un. Voilà, je veux pas non plus dans de tous pourris, pas du tout. J'essaye de faire aussi sentir aux gens à quel point c'est difficile ce qu'ils font. Et moi, pour rien au monde, je ferais de la politique. Je trouve que c'est tellement difficile, mais vraiment. C'est Jean-François Copé qui vous l'a dit ça. Non, pas du tout. Non. Je trouve que c'est extrêmement. Je sais pas. C'est des gens, ils bossent énormément, ils se font attaquer, ils peuvent se faire trahir. Le moindre geste qu'ils font, on se fout de leur gueule. Je sais pas. Franchement, j'aimerais pas, vraiment. Comment est-ce que vous devenez humoriste? Parce que vous êtes à Sciences Po, vous faites du théâtre déjà en parallèle? En fait, j'ai commencé à faire à l'âge de 12 ans. Ouais. Je commence à avoir chaud parce que j'avais tellement peur d'avoir froid que j'ai mis 8 épaisseurs. Et là, j'ai tout. On sort bientôt. Vous pouvez ouvrir la fenêtre un peu si vous voulez. Ouais, mais là, bah oui, mais le son. Ah, mais ça marche, du tonnerre. Non, mais je me sens engoncée, là, franchement. J'avais très peur d'avoir froid. Je me suis dit, il va me faire marcher dans les rues, je vais être. Mais non. Et en fait, il fait assez doux. 12 ans? Ouais, j'ai 12 ans. En fait, j'écoute Sylvie Joly à la radio. Je suis en Normandie, en week-end ou en vacances, je sais pas. Et je reste saisie. Je l'écoute, et c'est son sketch du cinéma. Et je l'écoute, et je suis à ma table. Je dessine ou je travaille, je sais pas. Et là, je suis comme ça, immobile, j'écoute, je suis attrapée. Et donc je reste, voilà, j'écoute. Et le soir ou 2 jours après, il y a un ami de mes parents qui a dit, qui avait rêvé de faire du théâtre, qui n'a pas réussi, et qui s'est mis à imiter Louis Jouvet et Michel Simon, je crois. Et moi, j'ai dit, moi aussi, je sais faire des sketchs. Donc tout le monde me regarde. Et là, je me lance à refaire le sketch que j'ai entendu le matin à la radio, sans l'avoir appris, en l'ayant écouté qu'une fois. L'idée. Ouais. Et là, j'en rigole. Et ce sketch, c'était le sketch du cinéma de Sylvie Joly. Et ce que j'avais trouvé incroyable, c'est qu'elle faisait différentes classes sociales qui donnaient un point de vue sur la même chose. Ça, j'ai adoré ça. Et donc cet homme me dit, mais tu es doué, il faut que tu prennes des cours de théâtre, va au cours Simon. Je dis, ok. La rentrée arrive, et là, j'ai 12 ans. Et donc, je trouve moi-même dans les pages jaunes du cours Simon le cours, je téléphone. Avec le téléphone à touche, enfin les téléphones à j'y vais, en fait j'y vais, à l'époque à 12 ans on vous laissait prendre le métro parce que c'était beaucoup moins dangereux que maintenant je pense, on se rendait pas compte, bref, je m'inscris et je vais au cours Simon, c'était aux Invalides, tous les mercredis, au cours Simon pour enfants. D'accord. Voilà, et donc je fais ça pendant 1 an ou 2, et après je passe au cours adolescent, etc. Sauf que là-bas, un jour, je fais des sketchs et on me dit c'est pas du théâtre. Donc je suis vexée comme un pou. Et donc quand j'ai 15 ans et qu'on les sketchs, c'est pas du théâtre. Ouais, on me dit ça. Ouais, d'accord. Et à 15 ans, quand après la famille ou les amis me demandaient de faire des sketchs, je disais j'ai arrêté les sketchs, moi je fais du théâtre. Je voulais plus en entendre parler en fait. Et ça pendant des années, donc je continue. Et donc entre 12 et 18 ans, je vais au cours Simon, enfant, adolescent, après au cours Florent, adolescent. L'année du bac, je vais au cours Florent, adulte, qui était quand même 9 heures par semaine, donc le soir, en plus des cours de lycée. Je fais ça entre mars et juin, juste avant de passer le bac. Et c'est intéressant parce que je suis avec des gens plus vieux que moi. Il y a Noémie Volsky, Agnès Jaoui, enfin, il y a tout, Vincent Lindon, il y a toute une tripotée de gens assez doués. Et d'autres gens qu'on ne connaît pas maintenant, mais enfin je veux dire, voilà, c'est un magma de gens très talentueux. Et ça, je fais ça jusqu'à 17 ans parce que j'avais 1 an d'avance. Après, je passe Sciences Po et je réussis l'entrée à Sciences Po. Et le jour des résultats de Sciences Po, il y a aussi un espèce d'examen de théâtre. Il y avait un prof que j'admirais beaucoup. Non, c'est pas ça. Je pense que je sais pas. Non, je passe un examen, enfin je rate. Et donc je pars du cours Florent en claquant la porte parce que je sais pas, on m'a changé de classe et je suis pas contente. Mais à un moment, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai 17 ans et je me dis peut-être que le destin a décidé pour moi parce que je suis prise à Sciences Po et je suis refusée. Enfin voilà, il y avait un truc. Donc c'est pas pour moi. Ouais, enfin il y a eu ça. Et donc je vais dans un autre cours de théâtre plus confidentiel, Jean Davy, qui était dans le 16e.
tout en étant à Sciences Po, en fait. Donc je continue, en fait. J'ai jamais arrêté de faire du théâtre depuis l'âge de 12 ans. Et de ce côté- Attention oui. Oh, Oh là pardon. là. Bravo Anne, Merci. tu nous as fait la rigoler. Vraiment. Et alors, un jour, vous venez ici. Hein? Un jour, vous venez ici. Mais Ouais. tiens, d'ailleurs, vous vous souvenez de votre premier cachet? La première fois que vous avez gagné de l'argent et vous avez été Ah oui, professionnel. oui. Bah, en fait, je pense que c'était là. Là. Passage du panorama, il y avait un truc qui s'appelait le Cœur de l'Orient et qui, à l'époque, était une scène ouverte tenue par où il y avait des artistes et donc j'avais été prise là. Je me produisais là. C'est un des premiers. Dans Et- un restaurant au premier étage là. Donc, 87, arrive la classe. Ouais. Mais vous n'avez pas galéré, finalement. Enfin, pour moi, j'ai galéré parce que j'ai commencé le théâtre à 12 ans et entre 12 ans et 18 ans, pour moi, j'ai eu beaucoup d'échecs parce que j'ai raté le conservatoire, Oui. j'ai raté la rue Blanche, j'ai raté plein de trucs quoi. Mais c'est arrivé assez vite. Coucou, ça va? Coucou Véronique. Ça va? T'es filmé hein? Parfait. Ça va. Bonjour. Comment ça va? Fort bien. Merci de nous accueillir. T'avais On que ça à rentre, faire alors. ce soir? Oui, je m'ennuyais. Grévin, alors vous y avez joué. En 91. Vous vous souvenez de le spectacle à l'époque? Est-ce que Ouais. vous vous souvenez de... Oui, je me souviens parce que ça a été vraiment très important parce que j'ai joué au Blanc Manteau. Oui. 9 mois, 7 mois. Et là, c'était le premier vrai théâtre avec un grand T qui a bien voulu de moi. Elle a quand même pris un risque hein, parce que je sortais des Blancs Manteaux Ouais. et c'était là tout d'un coup une salle de 300 places, c'est vrai. Hein. Et je jouais, en plus j'avais réservé 3 mois et demi. Ah mais ça a duré, oui. Prolongation, Ouais, reprolongation. je sais pas Non, combien de mais temps ça a c'était un duré, succès je me inouï. rappelle pas. Mais si, t'es venu un peu plus. Ah oui, après je suis revenue. Ah oui, non mais c'était une fusée. Une fusée. On Une va voir fusée. cette fameuse Et salle. j'avais 26 ans. Eh oui. C'était Et toi, hier. t'avais quel âge T'étais pas très vieille non plus. Non, en 91. Ouais, Ouais, non. t'avais quel âge? Et en 56. Ah oui, t'as 9 ans de plus que moi. T'avais 35 ans. Ouais. Et cette dame m'a présenté Michael Jackson. C'est pas vrai. à Si, fait. oui. Il faut que vous me racontiez ça, c'est-à-dire ici, Ouais. parce qu'il est venu faire sa statue. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et d'organiser sa venue ici. On avait fait bloquer les grands boulevards. Non. Ouais. Et Ah j'avais oui. invité Anne. Ouais. Et alors? Et ben en fait, il y a eu un quiproquo parce que je pense qu'elle m'a présenté Michael Jackson, qui avait rien à foutre, hein, bien sûr. Et après, 3 secondes après, arrive le directeur du Brévin qui redit à Michael Jackson, she's a new, je sais Very pas. important. Ouais, donc le mec se dit, elle est très importante, et Oui. donc il fait. Michael Jackson fait ça devant moi. Je n'ai pas la photo, il n'y avait pas de photo. Ça a duré quelques secondes, mais c'était quand même. Et après, je savais pas trop quoi lui dire. Je dis aïe. Aïe. J'ai vu que votre accent n'était pas flamboyant là. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Il n'est pas flamboyant, on comprend très bien ce que je dis quand je parle anglais. On rentre? Ouais. Allez. Merci beaucoup. Et alors, la classe, comment ça se passe? Comment vous entrez? Parce qu'avant d'arriver dans cette salle ici, il y a ce moment important de la télé. Bah, la classe, en fait, j'ai passé une audition à la mairie du 13e devant Guy Lux. Parce que c'est Guy Lux ne présentait Ouais. pas, mais Il était produisait. le producteur. Et voilà, j'ai été choisie suite à cette audition. Et après, ils m'ont redemandé de revenir parce que je pense que ça avait bien marché, quoi. Et vous, cette audition, elle s'est bien passée? Vous le sentez bien quand vous y êtes? Non, pas du tout. Ah bon? C'est-à-dire que je passe l'audition et au bout de 3 minutes, 2 minutes, on me dit merci. Je me dis, bah voilà, j'ai encore raté. Enfin, voilà. Comme je ratais tout, je me disais. Voilà. Et le soir, quand on m'a appelé pour me dire qu'on m'a pris, j'ai dit, vous êtes sûre? Tellement j'avais pas confiance en moi, quoi. Ah oui. Mais je suis toute jeune, en fait, j'ai même pas. C'était en 87, j'ai même pas 22 ans, en fait. Mais c'est-à-dire quand on vous dit venez, vous venez puis vous faites votre sketch? Ouais, c'est ça. Et Ils là, à ce savent même moment-là- pas ce que j'allais faire, en fait. Ah oui, c'est ça. C'était très. On faisait confiance à l'artiste. Voilà. Oh là là, on croit que c'est une vraie. C'est qui, elle? Je sais pas. C'est qui? Véronique, c'est qui ça? Alors ça, c'est une amie chère. C'est une drôle d'histoire. C'est une amie à toi qui est morte? Non. Oh, ma petite Quoi? Mia. Ou quoi? Non, c'est Mia Dumont.
Mia Ok. Dumont, qui est une collaboratrice de Céline Dion, qui était la femme d'Eddie Marnet. Ok. Et Tellement bien fait. on avait réalisé son personnage pour le Grévin de Montréal. Ok. Et en fait, bon, malheureusement, Grévin Montréal est fermé. Ah bon? Et donc, on a Vous la récupérez. rapatrié notre Mia ici. Voilà. Ça fait trop peur. Et elle est extrêmement bien réussie. Ah mais incroyable, incroyable. Grande attachée de presse et qui a travaillé pour Céline depuis que Céline a 14 ans. Oh là là. Parce que Eddie Marnet a écrit les premières chansons de Céline. Est-ce qu'il y a des salles qui marquent plus que d'autres au-delà du Le spectacle? Grévin, ça m'a marqué. D'ailleurs, Ah oui. c'est très malheureux. Hein, Véronique? Oui, là, il filme plus en fait. Il nous filme plus. Si, il filme tout, il s'arrête jamais. Mais si. C'est un truc, c'est en live, ça passe sur le internet là. Oui, c'est pour ça que je restais derrière. Mais non. Venez. Mais vous avez changé plein de trucs. Énormément. Même la moquette, c'est plus ça. Oh, c'est moi. Les gens mettent leur visage là. Ah, ok. C'est une. Vous savez que ici, Miss France m'a appris à défiler. Mais ce qui est fou, c'est que c'est dommage qu'il utilise plus théâtre. Ah, c'est vrai? Ponctuellement, mais un Ouais, soir. mais Voilà. Bah, ça, c'est une. ça, c'est Laetitia Casta. Oui. Tu devrais connaître sur le départ. Ouais. Alors, Oh, vous êtes ici. Je suis très bien positionnée. Ah, venez. N'est-ce pas? Venez, Anne. Dis donc, je suis bien positionnée. Hein. Oui, franchement. Hein, dis donc. C'est qui, lui? Ah, ça, c'est Philippe Jarouski, contre-ténor, extraordinaire Oui, chanteur. bah, personne ne le connaît. Quoi? Les fans d'opéra. D'accord. Oui, non, Et mais... il chante beaucoup d'ailleurs Molière. avec Cecilia Bartoli qui est de l'autre côté. Oh, mais Aznavour. Oh. Chut, paix à son âme, dis pas ça. Et là, c'est qui? C'est quelqu'un en faux. C'est qui, ça? À côté de Franck Dubosc. Ah, John Lennon. Ah oui. Ouais, il n'est pas très réussi. Hein. Loin, hein. Non, il n'est pas très réussi. Hein? Il n'est pas réussi. Bon alors, Anne, lorsque vous voyez comme ça, Et ah bah non, je suis très flattée. Je suis très bien positionnée. C'est très. J'avais négocié quand ils ont fait la statue pour qu'ils me fassent plus mince et je leur ai dit je vais maigrir. ah c'est Ah possible. oui, un peu. Ah, on peut négocier, quand un même. peu. Et en fait, j'avais pas maigri même. T'as un point Comment- commun avec Philippe Stark. Il avait demandé ça aussi. Oui, et même chose. Il n'a pas maigri non Le jour plus. de l'inauguration, mais je les ai bien eus. Et alors, comment ça se passe? Qui vous appelle? Bah, en fait, c'est un comité, ils se réunissent. Oh, tu m'as fait peur, je crois qu'une statue est en train de bouger. Bah, c'est un comité qui se réunit, et il propose des gens, et puis après, il faut qu'ils votent. Puis après, on vous appelle pour si vous êtes d'accord. Mais moi, j'attendais depuis longtemps, donc j'étais évidemment d'accord. C'est vrai. Je me disais, putain, mais non, mais je la connais. Je me disais, quand même, hein, quand est-ce qu'elle va me demander, quoi? Ça commençait à m'énerver, puis elle m'a demandé. Donc ça a été oui immédiatement. Ah bah oui, j'étais très contente. La question de l'âge de votre physique, vous en parlez un peu dans le spectacle. Mhm. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été important pour vous? Bah, je pense que l'âge pour une femme, les gens. Qu'est-ce que c'est? Il y a des esprits. Je pense que l'âge pour une femme, oui, on est plus jugé. Par exemple, j'étais frappée l'autre jour, j'ai fait un interview pour un journal, et le mec m'a demandé si j'allais prendre ma retraite. Ah, ok, j'ai 58 ans, Oui. et je fais 48. Oui. Hein? Et quand on a un artiste, on ne prend jamais sa retraite. Non, c'est pas ça, mais je pense pas qu'il aurait posé cette question à un homme. Ça m'a assez choquée, quoi. Ça m'a assez choquée. Mais c'est- Donc je pense que l'apparence physique pour une femme, que ce soit dans la politique comme artiste, voilà, il y a un regard qui est assez cruel sur la femme qui vieillit. Alors après, comme je le dis dans le spectacle, quand on est moyenne au départ, c'est plus facile de vieillir parce qu'on a l'habitude d'être moyenne. Qu'une femme très belle, c'est plus compliqué. Et j'ai dit que quand on est une femme moyenne, on a le plaisir de voir vieillir les très belles.
Et je pense que c'est assez vrai. Mais est-ce qu'on a vraiment dit que vous aviez un physique atypique, différent? Bien sûr. Et c'est-à-dire comment, concrètement? Bonjour Anne Romanoff, alors vous faites rire, mais est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez un physique un peu compliqué, ça Non. peut aider? Si, surtout des femmes. Mais je ne comprends pas, quand vous faites rire, vous oubliez, enfin, vous faites abstraction de votre féminité en fait, puisque vous faites des grimaces. Est-ce que c'est pas trop dur? Vous n'avez pas peur d'être, enfin, excuse-moi de dire moche Une fois, j'ai quand même eu un magazine, ils avaient fait tout un sujet sur ces femmes qui ont un physique hors norme. Et donc j'étais dedans, Ouais. et avec d'autres Hors femmes. norme. Ouais. Et en fait, elle m'avait appelé en disant on fait un article sur les femmes à forte personnalité. Mais pas... Après, l'article est paru, j'ai eu ça, je suis là, putain. Mais est-ce que ça peut être au point, parce que vous êtes une personnalité politique, est-ce que ça peut être Politique au point, public, est-ce que ça peut être au point de filer des complexes? Dire, bah merde, mince. Les complexes, j'en ai eu. Je mais pense encore, pas. enfin, Non, mais c'est pas le fait d'être connu. Oui, mais on vous le rabâche d'une certaine manière. Oui, mais Enfin, après, on il le faut rabâche, s'accepter alors comme que on vous- est. Après, je pense que je me suis bonifiée. Hein, Véronique? Tout à fait. Témoigne. Non, mais tout à fait. Non, mais après, je pense que je fais quand même un travail sur moi, tout ça, depuis des années. À un moment, je vais finir par m'accepter comme je suis. Peut-être, les coups. Oui, je sais, des moments, je sais pas. Et c'est une problématique de l'époque. Est-ce que ça peut toucher aussi les hommes? Parce que, Comment ça, les hommes? Cette question du physique, de se sentir mieux dans son corps, etc. Est-ce qu'on pose ça aux hommes comme question? Oui, et est-ce que, même si on ne l'a pas posé, est-ce que les hommes vont commencer à s'interroger sur ces questions-là, alors qu'avant... Je pense, enfin, il n'y a qu'à regarder le cinéma français. On voit des mecs de 70 ans, alors ça a un peu changé, c'est en train de bouger, avec des filles de 30 ans dans leur lit, ça ne dérange personne. Quand on voit une femme de 70 ans avec un mec de 30 ans dans le lit, c'est le sujet du film. Et la femme, c'est Fanny Ardant. Donc il y a un vrai Oui. sujet par rapport à ça. Mais c'est même la représentation de la femme comme objet de désir, c'est la représentation de la femme dans l'entreprise. Je pense qu'un homme de 50 ans dans une entreprise, il a quand même beaucoup d'expérience. Une femme de 50 ans, on va dire, je ne sais pas si elle est tout à fait dans le coup. Enfin, il y a quand même ça, hein, c'est vrai. Donc, et dans les hauts postes aussi, une femme... il y a qu'à regarder les dirigeantes du CAC 40. Est-ce qu'il y a beaucoup de dirigeantes femmes dans le CAC 40? Maintenant, elles ont droit à les conseils d'administration, mais elles ne peuvent pas diriger, ou très peu. Donc il y a un vrai sujet de la classe politique et entrepreneuriale française sur la place des femmes. C'est en train de bouger, ça évolue, il y a des prises de conscience, mais c'est tellement lent, tellement. Et puis il y a toujours ce truc que quand on est une femme de pouvoir ou une femme en vue, enfin, voilà, un homme qui pique une crise, il a du caractère. Une femme qui pique une crise, elle est mal baisée, elle est hystérique, elle est fragile et elle a des problèmes personnels et ingérables. Voilà, un homme qui crie, il a du caractère. Non mais vraiment, c'est ça. Je disais dans un... Je me demande si c'était pas là d'ailleurs. Mais je disais un homme qui saute sur tout ce qui bouge, c'est un don juan. Une femme qui bouge sur tout ce qui saute, c'est ce que j'avais dit. Mais enfin, c'est une nymphomane. Enfin non, mais il y a un vrai... après, on reste un pays qui donne de la place aux femmes et tout, mais je veux dire que la route est quand même longue, hein. Vraiment. Il y a quelque chose qui me choque, moi, ici. Quoi? Où est passé le rouge? Et sur vous, parce que dans le spectacle, vous mettez plus de rouge. Alors vous avez toujours des petits rappels quand même, les gants de boxe, etc. Parce que le rouge, ça a été pendant des années mon code couleur, et après, ça m'a saoulée, et je me sentais enfermée là-dedans, et je sais pas, j'ai eu envie de changer. Après, dans la vie, ça peut m'arriver de mettre du rouge, j'ai rien Oui. contre. Mais Vous en aviez même appelé vos spectacles oui, Rouge Manœuvre, c'est oui, ça? oui. Mais après, de toute façon, je veux dire, les gens, ils s'en foutent un peu qu'on soit en rouge, en bleu, en jaune. Ce qu'ils veulent, c'est rigoler. Oui, ça c'est vrai. Mais alors, Ça me perturbe, Charles Aznavour, qui me regarde. C'est tellement bien fait. C'est incroyable. Puis là, il vous fixe en plus. Ouais. Et tu crois pas que peut y avoir l'âme des gens? Bien sûr qu'il y a une âme ici. Oh là là, et tu crois pas qu'il y a des fantômes? Oui, mais que des gentils. Et ça se fait remarquer, c'est pas le moine Kev Adams. Hein. Ah ouais. Tu vois, donc le soir, je sais pas ce qui se passe. Hein. Non mais c'est vrai de représenter tellement les gens. Là, on croirait qu'il est là, c'est incroyable. Ah, puis il était très heureux dans Prague. Hein. Il a été refait 2 fois, ça c'était... Ah, c'est parfait. il est très beau. On continue? Ouais. Allez-y, je vous en prie. Tu vois, avec les nouveaux vêtements. Ouais, c'est très bien. Mais en tout cas, tu m'as bien mis en valeur.
Mais en même temps, quand on est venu ici avec Miss France, vous étiez déjà à cette place-là. Hein, Ouais, je sais. Et vous n'étiez pas, Non, je sais. pas avec nous. Qui sont vos modèles? On a toujours des modèles dans l'humour. Vous avez dit joli. Je sais pas, c'est pas un modèle. Non, je sais pas si j'ai des modèles. Peut-être Balasco, je sais pas. Non, je sais pas vraiment. Parce qu'on s'inspire, j'imagine qu'on Alors, s'il y a quelqu'un des trucs. Si quelqu'un m'a inspiré, c'est Sylvie Joly, ça c'est sûr et certain. Pardon, j'ai pas compris. Si quelqu'un m'a inspiré, c'est Sylvie Joly, ça Oui. c'est sûr et certain. Allongez-vous sans risque pour l'éviter. Oh, c'est incroyable. Gérard, Lynn Renault. Ah bah tiens, Gabin. C'est impressionnant, hein, je te jure. C'est qui ça? C'est Dany Laferrière Ah oui. et Bernard Pivot. Oui, ça je sais. Ah bah tiens, elle, ça peut être ça a été l'une des femmes humoristes qui a vraiment émergé. Bien sûr. Oui, elle est pas un peu mince. Ah si, quand même. Hein. Ah, excuse-moi. Ça arrête. C'est toujours impressionnant. On parlait de l'écriture tout à l'heure. Il n'y a plus personne qui nous filme. Non. Ah, si, dessus. C'est pas grave, on peut. On parlait de l'écriture tout à l'heure. Ça, c'est presque votre métier principal, non? Écrire. Écrire et jouer, les deux. Ah oui, et jouer aussi. Oh là là. C'est incroyable. Non mais là c'est un vrai. Lequel? Lui. Ducasse? Mais c'est pas possible, il est réel lui. Il bouge. Je l'ai vu bouger. Non. Quoi? On va par où? Je te jure. Ouais. Eh ben, on va sortir. J'ai le droit d'aller voir? Je l'ai vu bouger. Il est incroyable lui. Alain Ducasse, c'est extraordinaire. Oh, mais Alain, ce typique est pas mal. ouais, mais là, je le voyais bouger, je l'ai vu respirer. 10 boulevard. Il y a des gens qui ont dû te le dire, on croit vraiment. Oui, ça c'est un des personnages Les plus réussis au monde. Que Gainsbourg et Simone Veil. Mais Gainsbourg, il était, j'étais pas encore à Grévin, il était venu poser dans les années 80. Ouais, mais et tu peux pas changer? Bah, non. Tiens, qu'est-ce que vous lui diriez si vous l'aviez en face de vous? Je dirais bon courage. On sort par là? Ok. Allez, on sort par ici. D'accord. Ah bon, on va sortir par ici. Ah bah n'y va pas sinon. Non mais ça va, ça s'est bien passé. Tu peux... Non mais tu peux rentrer. Hein. Vous pouvez m'attendre 2 secondes? Oui, bon, on attend 2 secondes ici. Alors, l'écriture. Expliquez-moi. Ouais. Parce que, est-ce que vous tous Vous semblent voulez pas très que je sois écrits dans bien votre spectacle? éclairée? Si, bien sûr. Voilà. Ici. Ouais, vous êtes star. Tada. C'est qui? Ah, c'est qui? Non, c'est Pierre Richard. Ah ouais? Ah bon, on va voir Pierre Richard alors. Ah là tu les as fait filmer. C'est toi là? Parce que quand on arrive, Mais c'est qui ces gens? c'est des figurants. Quand les gens sortent, ils sont applaudis. Ah. Il est là pour les faire. Je l'ai fait ouvrir la porte.
Là-bas? Salle magnifique aussi ici. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est fou parce qu'en fait, il change tout le temps en fait. Oui, il y en a Lui qu'on voit aussi, vieillir, il y en a. incroyable, lui. Incroyable. Et celui-là, il est incroyable, là, ce cuisinier-là. Comment il s'appelle? C'est cuisine. Ça, c'est Georges Clooney. Ah oui, Oui, je crois que peut-être la cuisine, mais je croyais que c'était... j'ai en confondu. plus, vous en parlez. Oui, je sais. Ah ben non, mais il est incroyable, Georges Clooney, non? Ouais, il est toujours Il est incroyable. venu poser? Ah non. Ah non. Ah non, t'as tout essayé, il est pas... Oui, donne-moi César oui. Ah ouais? Plusieurs fois. Mais Georges, T'as pas demandé bon, non, mais c'était juste pour moi, en fait. Parce qu'il est pas mal mon truc. Allez, on file parce qu'après, on va être en retard sinon. Et c'est qui, lui? Dwayne Johnson, The Rock. The Rock. Oh, mais il est extrêmement... C'était dans Jumanji. Ah bon? Voilà, je vous présente mon nouveau mec. Il est un petit peu... Costaud. Non, c'est lui, c'est Georges Clooney. Il faut choisir. Ah, je sais pas. Donc, alors, c'était quoi la question? À l'écriture. Est-ce que vous, plus que d'autres humoristes, vous travaillez l'écriture au cordeau? Il faut que ce soit millimétré. Mais pas que moi, je Non. pense tous les humoristes. C'est pas moi Parce que vous avez beaucoup écrit à une époque, par exemple dans le journal du dimanche. Ouais. Et là, c'était travaillé, j'imagine. Ah, mais que très plus- travaillé, voilà, bien sûr. on ne peut pas faire ressentir une émotion ou quoi que ce soit Bien sûr. en le disant. Merci beaucoup. Est-ce que il y a une pression quand on écrit de dire tiens, il faut que je fasse rire toutes les phrases, toutes les 2 phrases? C'est pas une pression, parce qu'en fait, l'écriture d'humour, enfin, pour la scène, ça se teste sur scène. C'est-à-dire qu'on va écrire, et avant tous mes spectacles, je vais les tester dans des petites salles. Et c'est vraiment, le metteur en scène est là, on enregistre, on regarde où les gens rient, rient pas, je réécoute, et on resserre, on retravaille, on change, jusqu'à arriver à une forme satisfaisante. Mais c'est jamais la première mouture où il y a même après autant d'années, il n'y a jamais une phrase, un rire. Pour arriver à ça, il faut écrire, réécrire. L'écriture d'humour, c'est beaucoup chercher beaucoup d'idées, et après, c'est beaucoup couper, Ouais. enlever pour arriver à la substantifique moelle. Mais est-ce qu'il y a même une pression du rire? Vous dites là, mince, là je l'ai pas, là je l'ai pas. Mais il y a 4-5 phrases, ou non, on arrive Bon, à s'en merci, décrocher. Merci beaucoup, Véronique. Merci d'avoir pris sur ta soirée. Bon, moi, tu Et tu n'as pas vu mon spectacle? Mais non, Alors, bête. t'as reçu des invites quand même? Oui, j'ai Alors, tu viens là, au mois de 22, 23, 24 avril. Ah, oui, là, je peux, parce que je pars. Hein. Oui. Après, tu 22, reviens. Oui, je reviens. Je suis là Alors, le tu m'envoies un 22. texto. Le 22, tu veux le lundi? Ok. Non, mais je peux te mettre le 23. Le 22. Ok, à 2. D'accord. Ok. C'est bon, hein, je te vois. bon, Ok, oui. ça va. C'est bon. Merci beaucoup, Véronique. Eh À la ben- prochaine. Eh ben oui. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Ok. Bonne soirée. Non, mais je t'attends devant. Quand je vais dans le taxi, on est quoi, 10 boulevard Montmartre maintenant. Ouais, 10 boulevard Montmartre. D'accord. Sinon, t'y vas, hein, c'est bon, hein, ça va, c'est bon. Hein? Où tu veux. Ça va, c'est bon. C'est bon. Ouais. Tu vas pas aller à Beaubourg, hein, tu vois. Il s'appelle. Merci beaucoup. Merci. Bon, on peut préciser parce que ce monsieur qui nous suit depuis tout à l'heure, c'est votre attaché de presse, c'est ça? Jacques Medjes, voilà. Parce que les gens se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Est-ce que quand vous écriviez dans le JDD, il y avait moins de pression, moins le besoin de Si, faire alors, mais éclater de c'est rire? pas du tout la même chose. Quand on écrit une chronique dans un journal, on n'est pas. Ça ne doit pas être drôle. Sur scène, c'est vraiment une phrase, un rire. Oui. Pour le journal, il fallait dire des choses pertinentes. J'essayais d'avoir un peu d'esprit ou d'apporter un éclairage différent ou des dialogues de la vie quotidienne. Mon axe, c'était un peu comment l'actualité elle est ressentie par les gens. Et parfois, je donnais divers points de vue sur l'actualité, etc. On a moins besoin de faire éclater de rire. Ah bah non, mais de Oui. toute façon, ça ne fait pas éclater Oui, de c'est rire ça. une chronique dans un journal. Ça peut faire légèrement sourire, ça peut
au maximum. C'est pas le même propos, donc c'est pas la même écriture. Et c'est ça qui m'a intéressée dans cet exercice que j'ai fait pendant 14 ans. Mais après, c'est très contraignant. C'est-à-dire qu'une chronique de 2000 caractères, attention, il y a une voiture. Mais c'est la nôtre. Ah bon. Ça pouvait me mettre 4-5 heures de travail quand même. Ah oui, Ah oui, quand oui, même. oui. Oui, oui, ça pouvait. Je vais regarder si. Je vais regarder. Alors, la radio, la télé, vous en êtes un peu éloigné ces derniers temps? Non, bah, je fais des émissions de télé pour la promo de mes spectacles, mais après. Vous n'avez plus votre émission de radio, par exemple? J'ai plus mon émission de radio, mais après, j'ai aimé avoir mon émission de radio quotidienne parce que c'était une période spéciale, c'était pendant le confinement, donc c'était sympa d'être à la radio tous les jours et de ne pas perdre le contact avec le public. Après, ça reste qu'une émission quotidienne, c'est pas quelque chose qui me fait envie de retrouver parce que c'est. Enfin, moi, je travaille beaucoup mes émissions, c'était un travail de malade quand même, de préparation. J'ai adoré le faire, mais voilà. Ce qui me plairait, moi, c'est de faire une émission hebdo où je reçoive des gens, je pose des questions. Hebdo, ça me plairait, mais quotidien, non. Franchement, c'est comme un rouleau compresseur. Vous terminez l'émission, vous faire celle du lendemain, et quelque part, on n'a plus de créativité. À long terme, toute votre créativité et votre énergie est aspirée par ça, quoi. Donc, On a parlé de la classe. Comment vous êtes retrouvé plus tard chez Michel de Rucker? Parce que il a fait et défait des carrières, Michel de Rucker. Alors la vôtre était déjà faite, mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a une popularité bien encore sûr, oui, supplémentaire? ça a donné un nouveau souffle, en fait, mais en fait, ça s'est passé. Je pense qu'il cherchait des humoristes, et puis je crois qu'il avait fait un essai avec moi 2-3 ans auparavant, où j'avais proposé un petit programme court. Et on l'avait fait peut-être 3 mois, ça n'avait pas été très heureux, j'avais été virée ou remerciée. Enfin, bon. D'accord. Mais après, il y a eu ce truc du bistrot, et je sais pas, j'ai proposé ça les a intéressés, puis ça a accroché le public. Donc je venais pas toutes les semaines parce que c'était beaucoup de travail d'écriture, mais je faisais assez régulièrement et ça m'a beaucoup. Alors après, c'est toujours aussi le truc que des gens croyaient que je faisais que du commentaire d'actu. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas du tout ça non plus, mes spectacles, mais bien sûr, en tout cas, ça a été. Et puis Michel Drucker, c'est vraiment quelqu'un que j'aime infiniment, qui est d'une finesse, d'une délicatesse, d'une sensibilité, et surtout d'une acuité de perception des êtres humains qui est assez. Mais ça, on dirait qu'il sent, il sait. Tiens, Ah, si mais lui, je le c'est fais que- venir, ça va marcher. Non, Si je parle elle, même le pas. fait- Je Ah parle non. même pas de. Non, mais il a dû sentir ce qu'il a Oui, senti chez non, vous, mais- c'est ce que non, le mais public ça, a senti d'accord, après. c'est pas ça dont je parle. Je parle de son acuité dans les relations humaines, sa sensibilité et ce qu'il a la grâce de ne pas dire. Il comprend, c'est quelqu'un. Et après, son père était médecin, mais moi, je trouve ce remarquable chez Michel Drucker, c'est qu'il sait scanner un être humain en 4 secondes 30 et il voit les trucs et il pourrait être beaucoup plus mordant ou méchant parce qu'il voit tout en fait. Et il a une délicatesse dans le propos, de jamais heurter, et quand les gens disent oh, il est trop gentil, non, c'est pas, il perçoit les affres de la nature humaine, mais il a une délicatesse d'expression que je trouve que j'ai rencontrée chez peu de gens, quoi. Dans votre spectacle, vous parlez du numérique. Est-ce que c'est difficile ou ça transforme le métier d'humoriste, le numérique? Bien sûr, le numérique, ça a beaucoup transformé dans le sens où maintenant un humoriste peut émerger sur Internet. Après, il fait de la scène ou il n'en fait pas. Il y a eu les youtubeurs à un moment. Maintenant, c'est plus les gens qui font des reels sur Instagram. Et puis demain, ce sera TikTok. Enfin voilà, après, Et vous essayez, vous? Parce qu'il faut être court, percutant? Non, c'est pas ça. C'est que je peux publier des fois des trucs sur Instagram. Des fois, je fais des trucs ironiques sur moi. Je sais pas, où je me mets en maillot de bain, ça y est, je vais être influenceuse ou des trucs comme ça. Mais où je me dis, oh, j'ai été trop longtemps au soleil, je crois, j'ai le visage plein de fois, des trucs comme ça. Je fais des petites vannes, mais je suis pas. Je suis pas dans me prendre en photo, me filmer, ma vie, mon œuvre. Non, ça me. Donc, vous faites carrément un prêche anti-réseau dans votre spectacle? Non, non, c'est pas anti-réseau. Même au tout début, quand vous annoncez aux gens d'éteigner votre portable, il y a quand même un petit tacle portable.
Ouais, enfin après, j'invente rien. C'est pas un prêche anti-réseau, c'est un poème, une petite fable sur la place des réseaux sociaux et ce que ça a changé dans l'information, dans le jugement, dans les insultes. Donc voilà, mais je suis pas du tout contre. Je trouve que c'est aussi un moyen incroyable d'avoir un contact direct avec les gens et que c'est. Enfin, il y a plein de choses géniales. Moi-même, en ce moment, je regarde beaucoup. Je pense que j'ai commencé à en regarder. Et du coup, j'ai plein de recettes de cuisine sans gluten. Vous êtes foutus parce que l'algorithme vous a trouvé. Voilà, et en fait, je regarde des recettes sans gluten. Ah, salut, alors on va faire un gâteau à la banane, sans œufs, sans machin, avec juste du chocolat et de la banane. Regarde, je mets au four un œuf et voilà. C'est délicieux. Et je tombe sur des trucs comme ça. Donc, ils ont dû m'identifier comme sans gluten et healthy. Donc, je regarde. Voilà. Mais je trouve ça assez marrant. Donc, des fois, je dis tiens, je regarde. Autre sujet important de votre spectacle, le couple. Ouais. Vous en parlez aussi. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse. Si vous entendez quelqu'un dire mon mec, mon amoureux, mon époux, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Non, c'est pas ça, mais je raconte ce que ça veut dire, comment on désigne son partenaire amoureux. Et je me moque surtout des mecs qui disent mon épouse, que je trouve je trouve ça. Mais pourquoi? C'est un mot de la langue française. Mais c'est pas ça, mais c'est tellement daté, quoi. Mon épouse. Alors, voilà, je sais pas. Après, c'est moi comment je ressens ce mot-là, quoi. Je n'aime pas. Non, et alors vous préférez quoi? Je me moque des femmes qui disent mon amoureux, mais c'est vrai que c'est bien quand même. Mais je me moque des femmes qui disent ça. C'est un sujet intemporel, le couple. Vous en parlerez toujours? Je sais pas, c'est selon mes préoccupations. C'est un sujet en tout cas qui concerne les gens. L'évolution du couple, c'est vrai que je l'ai beaucoup traité dans mes spectacles, mais après c'est aussi, je raconte jamais ma vie sur scène, mais c'est vrai que j'ai fait un sketch sur le divorce, j'ai fait un sketch sur les nouvelles rencontres, j'ai fait un sketch sur, là je raconte comment on largue les gens. Donc voilà, ça suit des choses de ma vie, mais c'est pas. En fait, je prends dans ma vie ce qui peut intéresser les gens, enfin, ce qui peut toucher le plus grand nombre, en fait, mais je raconte pas ma vie. Est-ce que ça existe, l'humour féminin? Est-ce que vous faites un humour plus pour les femmes ou pas? Alors, ça... Vous savez quoi, j'ai posé la question à Caroline Vigneault qui m'a fait la même chose. Quelle honte! Ça, quelle honte! 29 ans, il pose des questions comme ça, mais c'est une question de boomer, de même pas boomer. Non mais pardon, est-ce que votre public est plus féminin? Non mais déjà... Non, mais attends. Cette phrase, est-ce qu'il existe un humour féminin? Oui. Eh bien déjà, est-ce que vous allez demander à un homme s'il existe un humour masculin? Oui, figurez-vous que oui. Ah oui. J'ai jamais entendu qu'on demandait ça à un homme. Et justement, quand je donne comme exemple de la société qui a évolué, je dis ce qui est formidable, c'est que maintenant, plus personne me demande s'il existe un humour féminin. Eh ben moi, je vous le demande encore. C'est tellement daté. Eh bien, par exemple, vous avez des sujets, vous parlez du développement personnel. Les livres de développement personnel sont statistiquement plus achetés par les femmes. Non, alors... C'est vrai, c'est des sujets qui... Non, mais berk cette question. Honte à vous. Après, de savoir si j'ai un public féminin, oui, j'ai un petit peu plus de femmes que d'hommes dans mes salles. J'ai toujours eu des gays, hommes ou femmes aussi. Je suis une icône gay, pareil. Ouais. Et après, j'ai des couples et... Vous voyez que ma question n'est pas idiote. Non, c'est pas la même chose de demander si vous avez un public féminin qu'un humour féminin. Un public plus féminin... Alors un humour qui plaît plus aux femmes. Non, mais c'est pas ça non plus. Ah bon? Non. Mais déjà, dire un public féminin, ça c'est une question intelligente. D'accord? Un humour féminin, c'est une question de merde. D'accord. Je ne comprends pas bien la différence. C'est parce que vous n'avez... un humour qui plaît aux femmes, vous aurez un public plus féminin. Non, c'est pas l'humour, il n'est pas sexué. Voilà. Mon Dieu. L'humour, il est non-genré, d'accord? Oh là là. Faut tout reprendre. Ouais. Faut que je me fasse moquer. Ouais, franchement, je sais pas. Non? Ça manque un peu de modernité. Ah bon? Ouais. Non, mais l'humour, c'est non-genré, bien sûr que non. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de cinéma? Pourquoi je fais pas de cinéma? Parce que j'ai joué dans un film qui n'a pas marché il y a très longtemps. Mais quand? Parce que quand je vais sur votre page Wikipédia, je regarde votre filmographie, c'est votre dernier film, c'est en 95 ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Après, on m'a proposé des trucs que j'ai refusés, mais c'était pas j'ai pas refusé Titanic ou le film du siècle. Et après, je sais pas, je suis pas dans les listes des gens de cinéma. Est-ce que j'aimerais? Je sais pas. Pendant longtemps, j'ai dit que je voudrais, et en fait, je pense quand même profondément que
je suis hyper indépendante, j'ai un caractère fort, Oui. j'aime bien être le chef. Oui. Et que quand on est sur une équipe de tournage simple comédien, il faut s'écraser, il faut obéir, Ouais. il faut supporter d'autres gens. Et en fait, je me dis que la forme d'expression que j'ai choisie d'être seule sur scène me correspond quand même profondément à ce que je suis. Pendant longtemps, Donc je me vous suis êtes dit... plus solitaire ou même individualiste ou... Non, c'est pas individualiste, Ouais. mais je suis une chef en fait. Je suis très indépendante, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. J'ai un caractère fort et je sais pas si... Disons que je pense que sur un plateau de tournage, je serais capable d'être polie avec le metteur en scène, de m'écraser pendant 3-4 jours, mais pas pendant 3 mois clairement. Ouais. Donc c'est peut-être pas plus mal que je... Voilà. Après, ça me plairait de faire 3 jours par-ci, 3 jours par-là. Et après, surtout, ce à quoi j'aspire, c'est de réaliser mon film, où là, je serai la chef et je raconte ce que je veux. Et Donc alors, paraît-il que c'est un projet. Bah oui, c'est un projet. C'est un projet qui a une chance d'aboutir. Bah, il a oui. failli, ça a failli aboutir et on a fait une journée de tournage et ça s'est arrêté. Ah, mais on peut faire une journée de tournage et ça s'arrête. Non, parce que film est monté quasiment. non, c'était une journée. Oui, mais il y a bien des comédiens qui ont signé un contrat. Non, c'était qu'une journée. Et en fait, après, on n'avait pas de distributeur, donc le tournage s'est arrêté, on n'a fait qu'une journée. Et voilà, mais par contre, moi, j'étais très à l'aise pour diriger une équipe. J'ai aucun problème, en fait. C'est-à-dire, il y avait, je sais pas, j'ai fait une scène où il y avait 200 figurants, les comédiens. J'ai un regard comme ça, parce que je pense que tous les gens qui font de la scène en one-man show longtemps, Oui. on est comme ça, parce que quand on est sur scène, on doit percevoir s'il y a un bruit. On est très sur scène comme un chanteur, il va chanter avec le piano. Oui. Nous, quand on est sur scène, on est connecté avec le public, donc on écoute les réactions, on les Avec le ressent. rire, vous êtes connecté au rire. Oui, et avec les vibrations de la salle. Donc, je pense que quand on fait du one-man show pendant longtemps, on a les qualités nécessaires pour être réalisateur de film. Parce que, et d'ailleurs, il y a quand même et Valérie Lemercier, et Dubosc, et Elie Semoun, et Gad Elmaleh qui ont fait des films très réussis. Et Danny Boone. Et Danny Boone, Ouais, bien évidemment, par exemple. qui ont fait des films très réussis. Donc, c'est pas un hasard, en fait. Parce que je pense que le métier d'humoriste sur scène, c'est un métier, Bonjour. Bonjour, on a attendu au Georges. Ah oui, c'est à quel nom Romanov. Romanov et Gauthier. Tac. C'est au nom de Romanov la réservation? Oui, C'est un tournage. c'est un tournage, on est en train de... Figaro, c'est bon. On est en direct sur le Figaro. On est en direct à la télé, en fait. ROUM1, c'est ça? Ouais. Oui. Ah bah tiens, il y a une... Je trouve pas. Monsieur Aicardi, il est au courant, monsieur Aicardi, chez le Georges. Non, C'est pour le restaurant. Oui, c'est le Oui, restaurant. c'est pour le Ça restaurant. regarde, moi c'est le musée. Je suis désolé, Ah, T'es pas au courant alors. Romanov, je ne trouve pas. oui, bah alors c'est... Johan Clara Aicardi. C'est ce que tu vois. Moi je qui m'a fait un message, j'arrive dans 3 minutes, voilà. Alors, Et elle nous a dit qu'elle vous avait prévenu. Bah euh, voilà, on est bloqué. Anne. C'est pour quelle heure? Bah c'est pour Non, maintenant. maintenant, Là, on est passe, en tournage en on direct. passe à la télé, Voilà. là. J'ai pas Romanov. Désolé, c'est pour... Et Gauthier ou... Bah alors attendez, je vais appeler. Ah bah je l'ai, là. Je vais essayer de l'appeler. Ah, ils nous ont Oui, dit allô, tout à on l'heure est en que bas, on peut c'est- pas passer, ils veulent pas nous laisser passer, ils disent qu'ils trouvent pas notre nom. Tu veux que je Oui, te passe Clara, le... ils veulent pas nous laisser Je te passer le en passe, bas. c'est le directeur. Oui. de restaurant. Ils veulent pas nous Allô laisser passer en bas. Oui. Je trouve pas le nom. Ouais, on est un peu en avance. Merci. Bon, allez, ça marche. Merci. C'est bon? Allez-y, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Vous avez vos entrées. Mais alors pourquoi le centre Pompidou? Parce que ce Vous voulez restaurant... rendre hommage à Georges Pompidou? Les 50 ans de sa mort hier, vous aussi? Non, parce que j'ai découvert ce lieu et c'est vraiment un endroit magnifique dans Paris avec une vue incroyable et je trouve que c'est un... Voilà, je connaissais pas en fait et c'est magnifique. On va aller voir là-haut. Alors le cinéma, mais ce qui m'étonne, quand on a une personnalité comme vous, qui est une des personnalités préférées des Français, qui a fait des milliers, voire peut-être millions d'entrées en salle, on ne veut pas vous produire. Si, Comment ça se non, passe? mais j'ai Enfin, non, mais j'ai un producteur. Non, non, c'est Vous distribuez, enfin c'est ça. Et Non, moi, je suis mais pas notre alors milieu, mais après, ça on me a, paraît après on a trouvé un distributeur, et après on n'avait plus la chaîne de télé. Enfin voilà. Après le cinéma, il y a plusieurs intervenants et c'est pas moi qui décide en fait. Donc je dépends de gens qui disent oui ou non.
Et voilà. Après, il y a plein de voyants qui m'ont dit que ça allait se faire. Bon, vous croyez Oui, je crois. Ah oui, oui. C'est vrai? Ouais. Vous allez voir souvent des voyants? Quand je vais pas bien. Donc assez souvent. Ah bon, mince. Mais c'est-à-dire vraiment avec une boule de cristal? Non, Des mais cartes? ça peut être des cartes, je sais pas, ça dépend. Mais enfin voilà. Non mais racontez-moi, moi je suis jamais allé par exemple. Ah bon? Oui, mais- Bah, il devrait. Mais c'est-à-dire vraiment en fait... Vous Non, mais voilà, après. Non, enfin bref. En Non tout mais cas... si, racontez-moi ça, j'ai besoin de comprendre. Mais non, après ça va passer sur internet Ah bah. et tout. Non, je raconte pas ça. Non, mais en tout cas, enfin voilà. Mais après, je suis quelqu'un qui lâche pas. Et voilà, j'ai quelque chose, j'ai une histoire à raconter. Je sais comment je vais la raconter, je sais comment je vais Ça la va se filmer. faire. Bah j'espère. J'aimerais bien. Est-ce qu'on vous a proposé ou est-ce que vous pourriez aller dans LOL Kiri? Vous savez, tous les humoristes maintenant on leur parle de ça. Alors déjà, on m'a pas proposé. Ouais. Et je sais pas, je pense que je pourrais y aller, mais il faudrait que je sois avec des gens que j'aime, avec qui je me sente en symbiose. En fait, l'humour, il y a aussi des familles d'humour. Et si je me retrouve avec des gens, je suis pas sûre. Enfin voilà, il y a ça aussi. Et parce que vous dites que vous, faut écrire. Mais là, vous n'avez pas le temps d'écrire, faut improviser, Non, mais moi faut je des suis blagues pas. comme ça. Alors, bon, d'abord, je pense qu'ils préparent quand même un peu. Ah ouais? Bah ouais, bien sûr. Ah oui, ils savent. Mais il y a des trucs scénarisés quand même. Ah oui, oui, ah, je on vous la fait pas, vous. Non, mais on voit bien quand ils disent je vais faire une bourrée auvergnate, nanana. Le truc, il a été préparé, ils sont en costume. Ah, parce que vous regardez quand même. Vous J'ai regardez. vu des bouts. Ouais. Mais après, je suis pas sûre. Je sais pas si ça me plairait, je sais pas. Pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, il y en a qui... Je sais, non, franchement, je sais pas. Je sais pas. Et de toute façon, on m'a pas proposé, donc. Vous voyez, regardez la vue magnifique qu'on a. Magnifique. Regarde, on peut le montrer. Parce que vous savez que là, la tour Eiffel, suivant l'heure qu'il est, on peut plus la montrer. Ah bon? Ouais. Si elle Pourquoi clignote, on paye très très cher. Ah mince. Ouais. Je n'ai pas ruiné le Figaro Télé. Bon, il faut que... Cette petite chaîne émergente. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est presque au sommet de cet incroyable ascenseur. Escalator. Il faut que vous me parliez de votre famille. Moi, j'ai plein de questions, Georges. Ok. Parce que j'ai appris, et alors j'ai à ce mot qui ressort tout le temps, votre père était élève d'un gourou. Ouais. Disciple, pas élève. Ah, disciple. Mais quand moi j'entends le mot gourou, j'entends secte. Non, c'est pas une secte. Alors, pas du tout. expliquez-moi. Bah déjà, mon père est fils d'émigrés russes, Oui. fils unique. Et il était passionné par la spiritualité. D'accord. Il a fait Langso, il a appris le sanskrit. Il a été en Inde à une époque où c'était pas du tout à la mode. Il cherchait la sagesse et donc il s'intéressait aux spiritualités indiennes et il a trouvé un gourou qui s'appelait Swamiji, qui était quelqu'un de tout à fait respectable, qui était absolument pas prosélyte. Je crois que c'est ici, non? Ouais, c'est là. Regardez comment c'est beau. Ah oui. C'est une vue de ouf quand même. Regardez. C'est magnifique. Ouais. Je suis content que vous m'ayez emmené ici. Vous avez jamais été? Non. Ah bah ouais, J'ai eu vous la chance connaissez de venir rien à la ici. vie. Oh là là. Vous posez des questions Alors, sur maintenant- l'humour féminin. Vous avez jamais été au Georges. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci. Vous voulez vous installer où? De Bah, préférence, je sais choisissez, pas. hein. Bah alors c'est Plutôt pour calme, vous en ou est-ce fait. qu'on peut se mettre... Parce Peut-être que pas avec- juste à côté de Guillaume qui sont en train de manger, mais sinon, honnêtement, ça peut. Vous voulez la Non mais c'est parce qu'en fait là on est filmé et ça passe à la télé en direct ou dehors alors peut-être. Ah, ouais, mais on va peut-être avoir faim. Ou on va se mettre dehors là-bas. Sinon, j'ai la bulle rouge qui peut être sympa. Ah ouais, allez, Ah, la bah, bulle au revoir. rouge. Ah ouais, regardez cette architecture de Ah oui, fou. c'est vrai que c'est impressionnant. Là, faut inviter votre fiancé là. Ah oui, c'est magnifique. Ah Ah bah c'est ouais, super. c'est magnifique. Merci beaucoup. Trop bien. On va se mettre ici. Ou alors là, je vais enfin me déshabiller parce que depuis Oui. tout à l'heure je suis engoncée. Alors, donc, mais comment votre père découvre ce monsieur? En fait, mon père a écrit des livres pour raconter. Allez,
le micro. Ah, les micros. Ah oui, c'est vrai que le micro est là. Dans la poche. Ah bah oui. Ah oui. Non, ça va aller oui, comme si, ça. parce qu'on va juste boire un verre. Voilà. Oh, mais j'avais oublié le micro. Ah, c'est du direct. Hein. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux boire? Non, je ne veux pas boire d'alcool. Non, un Perrier citron. Eh ben, je veux aussi beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ah oui, alors attendez le micro. Ah, c'est bon. Il est remis. Regarde, est-ce que c'est bon comme ça? C'est parfait. Donc, votre père? Oui, donc il s'intéresse aux spiritualités indiennes. Il fait un voyage en Inde bien avant que ce soit à la mode, je pense dans les années 60. Donc personne n'y allait. Enfin, D'accord. il rencontre plusieurs maîtres et il choisit, il cherchait un maître spirituel et il choisit Swami Prajnanpad, qui était un sage voilà, dans son village et qui n'avait pas une audience. Et à la fin, il n'a eu que 12 disciples occidentaux, dont mon père. Et voilà. Donc on n'est pas du tout dans une secte, on est plutôt dans un homme sage, avec qui fait un travail spirituel et tout ça, quoi. Et vous y croyez? Vous êtes... Bah moi, en fait, j'ai baigné là-dedans depuis petite. C'est-à-dire j'ai baigné justement dans l'analyse des êtres humains. Il y a beaucoup de bruit, hein. Dans le son, ça va? J'ai baigné dans l'analyse des êtres humains, dans la psychologie, dans comprendre, dans une recherche. Et j'ai comparé ça, souvent je disais que j'étais un peu comme une fille de psy. C'est-à-dire, oui, parce que beaucoup dans l'analyse. Et on va dire que ça m'a un peu saoulée quand même. Je trouvais que mes parents étaient trop dans l'analyse. Il y avait des gens qui venaient à la maison, ils partaient, ils les analysaient, enfin ça m'énervait un peu, quoi. Et j'étais plus, je sais pas. Et en fait, je pense que ça m'a énormément en fait apporté. Mais quand j'étais petite, je trouvais ça très atypique. Enfin, ouais, c'était pas normal, quoi. Mes parents faisaient des voyages en Inde, ma mère y allait aussi, donc ils partaient, elle partait. Il faisait du business, votre père aussi? Oui, alors mon père, du coup, il a fait HEC. Attendez, parce que j'avais ma manche coincée. C'est bon, elle est bonne. Elle est décoincée. Non, mon père, en fait, il venait donc d'un milieu intellectuel juif russe, pauvre, émigré. Ouais. Son père, en plus j'ai deux grands-pères, c'est un peu compliqué. J'ai un grand-père biologique qui est Gurvitch, qui est le grand sociologue, qui est le père de mon père, mais qui n'a jamais reconnu mon père. D'accord. Donc quand on voit les photos, il n'y a pas de doute. Et Arkady Romanov, qui a été le mari de ma grand-mère, qui a épousé ma grand-mère quand mon père avait 9 ans et qui a reconnu mon père. D'accord. Donc je suis issue de ces hommes. Mais ces deux hommes sont assez proches parce que Arkady était un intellectuel juif russe journaliste. Donc c'est pour ça aussi que j'étais, je pense, tellement attachée à cette chronique dans le Journal du Dimanche que quelque part je faisais un peu le travail d'Arkady. Et Georges Gurvitch, il était un grand sociologue. Donc aussi, je pense que je fais à la fois un peu de sociologie, un peu de journaliste, très modestement, mais je suis héritière de ces deux hommes qui étaient deux hommes hors du commun tous les deux, quoi. Et merci. Et mon père a évolué quand il était petit dans un milieu émigré, juif, pauvre. Parce que... D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut baisser... Émigré, pauvre. Et mon père s'était dit, moi je veux gagner de l'argent. C'était le but parce qu'il était pauvre quand il était petit. Et mes grands-parents avaient un appartement rue Vaugirard dans le 15e où venaient les gens de l'immigration russe. Des poètes qui disaient des poèmes, des peintres, mais personne n'avait d'argent. Et mon père, il avait des vieux vêtements qu'on allait chercher dans la cave. Enfin, il était un peu... c'était compliqué, je pense. Plus, il s'est caché pendant la guerre dans un pensionnat catholique parce qu'il était juif. Enfin, bon. Et donc, il a fait HEC avec l'idée de gagner de l'argent. Donc, il a commencé à travailler dans l'export. Et il a... je pense qu'il a travaillé pour Rhône Poulenc au départ. Et après, il a travaillé... pour une entreprise d'importation de vêtements indiens et après il a créé sa société à lui d'importation de vêtements indiens. Donc il était à la fois chef d'entreprise et avec ce truc pour l'Inde qui était particulier. Et votre maman alors? Parce que vous m'avez parlé de la famille de votre père et la famille de votre mère. Elle était alors comment? Ma mère aussi, c'est une famille... j'ai une grand-mère qui était juive du Maroc, de Fès, qui était une très forte personnalité, qui rêvait d'écrire et qui est considérée comme la première écrivain juif francophone du Maroc,
qui était en rupture avec sa famille, qui est venu en France, qui a épousé un militaire catholique bordelais, mon grand-père. Ouais. Et voilà, donc c'est un mariage. Elle a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelait Mariage mixte sur le mariage juif catholique. C'était une femme vraiment à très forte personnalité qui faisait beaucoup rire les gens en public. Et donc je me sens assez proche quand même. Et c'est une famille d'artistes où votre passion pour la scène, elle vient un peu de nulle part? Non, c'est pas une famille d'artistes parce qu'on peut dire que quelque part ma grand-mère, Gracia du Maroc, elle avait des aspirations artistiques mais qu'elle n'a pas vraiment réussi. C'est-à-dire qu'elle a publié ses livres à compte d'auteur quand elle était là. Mon grand-père était peintre, militaire et peintre, mais c'était un peintre du dimanche, donc il a fait des expositions aussi de nature morte assez jolies, mais voilà, c'était un peintre. Donc c'était des gens qui avaient des aspirations artistiques. Et du côté russe, on va dire, le sociologue, je pense pas qu'il était artiste, il était dans la sociologie, l'analyse, machin. Et le journaliste, il aimait les artistes, il fréquentait les artistes, mais il n'était pas artiste lui-même. En fait. Vous avez les deux côtés de votre famille des origines juives et vous n'avez pas reçu d'éducation juive? Non, parce que mes parents étaient avec ce gourou et j'ai souffert de ça parce que je me sentais au lycée, je n'étais ni juive ni catholique. J'avais un grand-père catholique, 3 grands-parents juifs, mais je faisais pas les fêtes juives. Ça avait l'air très sympa, j'aurais aimé et je me sentais. Et c'est sans doute pour ça que j'ai eu ce besoin depuis toujours d'observer les classes sociales parce que j'étais entre deux eaux. J'allais pas à l'aumônerie catholique qui avait l'air super, j'allais pas au truc juif. Je pouvais pas dire que mes parents avaient un gourou en Inde parce que personne n'avait ça à l'époque, mais personne sur la terre avait ça, donc j'avais honte. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, je me suis retrouvée dans un univers très BCBG où je me sentais pas à ma place non plus. Pendant que j'étais à Sciences Po, quand je suivais les cours de théâtre, j'allais dans le cours de théâtre, je me sentais pas non plus bien parce que je faisais des études et on me disait « Ah mais alors, t'es une intellectuelle, t'es intelligente, Et quand je disais à Sciences Po que je voulais faire du théâtre, on me disait « Mais tu penses intégrer le conservatoire? Quelle est ta stratégie de carrière ?» Donc j'ai passé, alors peut-être j'avais trop ce désir frénétique d'être dans la norme, mais j'ai passé mon enfance et mon adolescence à vouloir me rentrer dans le moule et ça ne rentrait pas. J'étais pas dans le moule. Et après, on va dire que j'ai créé mon propre moule. Et je me suis aperçue que c'était une chance de ne pas être dans le moule, mais j'ai passé des années à souffrir, même dans le cours de théâtre, de ne pas être la jeune première qu'il fallait pour réussir les concours. Enfin, je sais pas, je rentrais pas dans les cases en fait. Est-ce que ce manque vous aviez un manque de religion, de spiritualité d'une certaine manière? Non, c'était pas la religion qui me posait problème. J'étais pas en quête de spiritualité, moi j'étais en quête d'être comme tout le monde. Et je trouvais que mes parents. Mais je me souviens quand même quand j'avais 11 ans, j'ai dit à mes parents, et vous êtes même pas divorcés, tout le monde est divorcé. Donc je voulais. Je sais pas, c'est comme je me reconnaissais énormément dans l'histoire du vilain petit canard. J'étais le vilain petit canard. C'est vrai que vous avez été baptisé plus tard? À quel âge et pourquoi? Je me suis fait baptiser en 2011 parce que je suis tombée malade en 2010 et que j'ai été guérie et que mon mari, je vais dire mon mari de l'époque, mais mon mari était très croyant et j'ai eu aussi une espèce de révélation au baptême d'une copine de ma fille aussi où j'ai été très touchée. Donc voilà, j'ai voulu et j'avais besoin aussi d'appartenir à une religion précise. Donc voilà, je me suis fait baptiser. Mais quand je parle à des juifs, ils me disent « Ta mère est juive, tu es juive. » Je dis bon. Et quand on me dit, je dis « Mais Jésus était juif, donc ça va, foutez-moi la paix. » C'est intéressant aujourd'hui. On dit la religion, beaucoup, si on n'a pas été enfant, baigné dedans, on n'y retourne pas. Vous avez eu ce besoin-là quand même? Oui. Ouais. Oui, parce que j'avais besoin d'être dans une religion. Après, j'ai dit, peut-être si je me marie avec un juif, peut-être je redeviendrai juif, je sais pas. C'est pas clair pour moi. J'ai lu dans un article, un portrait de vous, de nos confrères de Libération, c'était en 2009, que vous n'aviez pas ri et que vous n'étiez pas particulièrement fan du sketch de Desproges sur les juifs. C'est vrai ça? Non, c'est pas ce que je préfère chez lui. Ça Pourquoi? me gêne. Parce que je trouve qu'il y a un peu des relents antisémites dans ce sketch. C'est ma sensibilité. En tout cas, ça me fait pas rire. Ça me gêne. Parce que ça joue justement avec le fantasme de l'antisémitisme. Ça tourne pseudo en dérision, mais
ça agit sur des mécanismes de rire que je trouve qui me plaisent pas. Mais après, moi, je suis pas forcément à l'aise avec le rire transgressif. C'est pas forcément mon truc aussi. Oui. Il faut voir aussi que Desproges, paix à son âme, est quelqu'un qui a été érigé en génie de l'humour après sa mort. Quand il était vivant, Desproges, il remplissait le Grévin. Il l'a rempli 3 mois, ok, mais il a jamais. C'était pas De Vos, c'était pas Bedos. Ça n'enlève rien à son talent et que c'est d'écriture. Hein. Quand on lit les livres, les chroniques de Desproges, elles sont formidables et je ne serais pas du tout. Voilà. Est-ce que par exemple la blague de Guillaume Meurice vous a fait rire? J'imagine que non, c'est la même idée ou pas? Ah non, on peut parler des proches parce qu'il est mort, mais pas de Guillaume Meurice par exemple. Guillaume Meurice, je lui ai dit mon opinion, mais je la voilà. Après, j'ai une espèce de solidarité avec les humoristes parce que je sais la difficulté et de faire des chroniques à la radio et de faire rire sur scène. Et je ne critiquerai pas un humoriste en vérité. Si j'ai des choses à dire à quelqu'un, je prends mon téléphone, je l'appelle ou je lui parle, mais je vais pas. Je sais la difficulté que c'est en fait. D'essayer de faire rire les gens, de leur arracher un sourire, donc non. Mais ça a l'air Je d'être. porte pas de jugement et je déteste les humoristes qui disent ah bah moi j'aime bien un tel, et moi j'aime un tel. Non, je sais pas, il y a un respect, on fait le même métier quoi. Ça a l'air d'être un sujet qui vous touche particulièrement. Vous avez signé par exemple la pétition pour la libération des otages du Hamas. Sur certains sujets comme ça, vous vous engagez. Oui, mais d'ailleurs, il y avait une vanne sur Twitter qui était très drôle. C'était le Hamas est terrorisé, Anne Romanoff et Elie Semoun ont signé une pétition. Et c'est vrai, c'est dérisoire. Après, qu'est-ce qu'on fait devant l'horreur? Est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on fait quelque chose? Je sais pas. Encore une fois, je trouve que c'est à chacun de faire comme il sent et je porte pas de jugement sur... voilà, et après, maintenant ça devient très à la mode de dire c'est quelqu'un d'engagé, c'est engagé. Oui. Mais engagé, des fois, c'est juste prendre position sur tel ou tel sujet, c'est pas ça s'engager. S'engager, c'est quand on va à la guerre d'Espagne, on prend les armes, là on s'engage. Je trouve que le mot engagé, il est un peu utilisé. On est vite engagé, dégagé, et réengagé. Non, mais vous voyez, c'est un peu galvaudé. Est-ce qu'il est parfois difficile de se positionner? On parlait de sujets touchy. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, si vous vouliez défendre Israël, vous prendriez des pincettes ou sur Gaza, vous prendriez des pincettes? Est-ce qu'on a pu vous reprocher d'avoir signé cette pétition? Est-ce que vous vous dites, mince, j'aurais peut-être pas dû y aller? Parce que c'est des sujets extrêmement sensibles et on en revient au tout début de notre discussion tout à l'heure. Je ne m'exprime pas là-dessus. Mais bien essayé. Oui, bien essayé. Ça fait le mec à qui on a dit non, qu'on ne veut pas coucher, et 2 heures après, il revient en disant... Non, la meuf vous quand même pas comparé. Ah, si, c'est pareil. La meuf a peut-être changé d'avis, 2 heures après, elle a oublié qu'elle m'a dit non. Oui, bon, non, j'ai pas oublié, je ne parle pas de ça. Alors, si vous êtes engagé sur un sujet, et là vous êtes vraiment engagé pour les soignants, vous avez monté une association. Ouais. Qu'est-ce que c'est? En fait, pendant le début du confinement, j'étais à la radio, j'avais envie de donner la parole aux soignants. Donc j'ai posté des messages sur des réseaux sociaux en demandant de quoi vous avez besoin. Là, on est en mars 2020. Et en fait, en un week-end, je suis submergée de demandes. On n'a pas de gants, on n'a pas de masque, on n'a pas. Et au bout de... Et je publie les annonces, c'est-à-dire, moi j'ai besoin de gants, donc je publie un tel hôpital a besoin de gants. Et des gens répondent et apportent des gants. Enfin voilà. Et donc je fais ça tout le week-end, moi-même, sur Facebook. Sauf que je reçois des messages toutes les minutes pratiquement. Enfin, je dis ok, je dis il y a un vrai sujet là. Donc je commence à appeler Europe 1, je ne voulais pas qu'on monte une opération pour aider les soignants. Ah non, hein, enfin non. J'appelle une autre fondation qui m'envoie chier pareil. Je me dis je vais le faire moi. Et à l'époque j'avais un groupe WhatsApp de copines où je demande dans mes copines qui veut acheter des trucs pour les soignants. Et moi il se trouve que je suis débrouillarde sur internet, donc je trouve des petites boîtes de masques, des petites boîtes de gants, mais je les achète, on les envoie aux soignants. Donc ça commence comme ça. Et en fait, très vite, ça prend des proportions. Je commence à lever des fonds. Je fais des zooms tous les soirs avec des hommes d'affaires. Donc, je sais pas, une soirée, 3000 balles. Donc, 3000 balles, on rachète. Bien sûr. Après, je commence à recruter des gens parce que là, on est à distance. On est confinés. Je fais mon émission de radio chez moi, en fait. Et en fait, je me retrouve à la fin Et il y a une fille, quelqu'un qui me dit qu'il peut faire une vente aux enchères. Je peux m'en occuper. Je dis, vas-y, occupe-toi. J'avais jamais fait de vente aux enchères. Puis là-dessus, elle n'arrive pas. Et puis... je repasse un appel et il y a un mec de l'AFP qui me dit appelez Drouot Digital pour moi.
Je les appelle et il me dit ok, on fait une vente aux enchères. Donc là, on se retrouve à faire une vente aux enchères avec des gens que je connaissais pas parce qu'on bossait à distance. Voilà. Et on récolte 227 000 euros parce qu'à l'époque, tous les artistes donnaient et surtout, les gens achetaient très cher parce qu'ils avaient l'impression que plus ils donnaient, moins ils tomberaient malades. Quelque part, il y avait ça. Et donc, ça prend des ampleurs. Donc, je me retrouve à faire des zooms tous les jours avec 20-30 personnes. Enfin, on trouve un mec qui était à la Croix-Rouge qui nous prête un entrepôt. On achète des masques, des gants, on les fait livrer, on leur dispatche selon les demandes. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis arrive le mois de juin, donc là je suis épuisée parce que je fais la radio tous les jours, plus l'assaut, et des demandes qui arrivent. Je me rappelle une des premières demandes qui m'avait bouleversée, c'était des gens qui étaient à un hôpital, alors je ne sais plus lequel, mais dans Paris. Est-ce que vous ne pourriez pas nous trouver des paravents parce que les gens se voient mourir? D'accord. Donc là je connais le directeur de la PHP à l'époque, Martin, je l'appelle, je dis tu n'aurais pas des paravents? Oui, je m'en occupe, il me dit. Et j'ai Cédric, mon adjoint, qui est le directeur de l'association, je lui cherche des paravents. On cherche et on trouve peut-être 3 paravents, on négocie un prix, je sais pas, 300 balles. Mais à l'époque, 1200 balles, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent au début, c'était énorme. On achète 3 paravents. On envoie à l'hôpital. Et en fait, ce qui était fou, c'est que nos paravents à nous, on a fait Viande de Province, sont arrivés avant ceux de la PHP. Alors, il était submergé, hein, c'est pas du tout une question de critique. Mais voilà, et on était contents quand on arrivait à résoudre des problèmes et aider les gens, des fois avec des toutes petites choses, ou merci d'avoir trouvé des gants, des masques et tout. Et puis ça a été, voilà, donc on a fait une vente aux enchères en avril, on en a fait une deuxième en juin, et avec tout ce que ça veut dire, suivi de vente aux enchères, parce que c'est pas tout de vendre des trucs, il faut expédier les lots, enfin on s'est retrouvés dans des problématiques, on n'avait jamais géré ça, les gens, j'ai pas reçu mon lot, enfin bon. Et là on arrive au mois de juin, et là on refait une deuxième vente aux enchères, et là on récolte 100 000 euros. Encore. Et là je me dis, Là, les gants, les masques sont revenus, les surblouses aussi. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? J'avais détecté qu'il y avait des soucis dans les salles de repos des soignants, d'accord? Parce qu'ils étaient souvent sous-équipés. On nous avait demandé des petites choses comme des cafetières, des micro-ondes. Donc j'ai dit, avec ces 100 000 euros, on va équiper des salles de repos. C'était compliqué, mais après, c'était Et donc je me suis dit, mais là j'avais peur. Je me suis dit, oh là là, 100 000 euros, mais est-ce qu'on va trouver assez de gens à aider? J'avais peur que ce soit trop d'argent. Et donc là, j'appelle, je contacte, je sais pas, la PHP, une fondation, hein, et on me donne 35 salles de repos là, ceci. Et puis très vite, à nouveau, je suis submergée et je me dis, bon. Et tout l'été, il y a de moins en moins de monde dans la sauce, ce qui est normal, hein, les gens reprennent leur vie. On se retrouve, j'étais dans une belle maison sur la Côte d'Azur, je me retrouve à commander des micro-ondes, mais on est plus que 3 ou 4, en Zoom, et on commande avec la carte bleue, et on dépense de l'argent. Et là, on se retrouve à la rentrée. Donc, et là, déjà, on a eu déjà à cette époque-là la fondation des hôpitaux qui nous a aidés, la fondation NJ aussi, donc on a pu faire indépendamment des ventes aux enchères. Et là je me retrouve au mois de septembre, et là j'ai presque plus d'argent dans l'asso. Je me dis je vais pas arrêter ce que j'ai fait, mais bon bah là clairement j'ai plus de bénévoles, j'ai plus... Ouais, c'est fini. Et là il y a un mec qui m'appelle et il fait des masques transparents. Il me dit on aide une association par pays, on vous a choisi vous. On vous donne tant d'argent sur les masques. Ok. Je dis, mais ça fait combien d'argent? Il me dit, je sais pas. Je dis, mais combien? Dites-moi. Il me dit, au moins 100 000 euros. Je dis, ok, 100 000 euros. Allez, c'est reparti. Et là, je relance un appel sur Facebook. Et comme on avait déjà aidé des gens, on recueille les demandes. Donc, je recrute des bénévoles. On est en septembre 2020. Il se trouve que le mec était un mytho. C'est-à-dire que je me retrouve là avec presque 200, 300 000 euros de demandes. Et pas d'argent. Non, parce que le mec, il me dit non, il me rappelle, il me dit c'est plus compliqué que prévu. Je dis comment ça c'est plus compliqué? Ben en fait, ça marche moins. Mais je dis mais ça va faire combien d'argent? Je sais pas, 2-3 000. Donc on est passé de 100 000 à 2-3 000. Et en finir, il ne m'a rien donné. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais là-dessus, je reçois un coup de fil du Conseil régional d'Île-de-France en me disant on veut vous récompenser parce que vous avez fait pendant le Covid. Je dis non, mais ne me récompensez pas, donnez-moi de l'argent. Faites un chèque. Voilà. Donc là, j'ai rendez-vous avec Valérie Pécresse dans son bureau. D'accord. Pour lui demander 30 000 euros. Donc j'ai des services civiques de Sciences Po avec moi, que j'avais, voilà. Voilà, on se trouve dans le bureau. Et là, elle me dit, mais Anne, vous voulez pas que votre association, elle passe un cap? Et là, je me retrouve et je me dis, j'ai 3 secondes pour répondre. Soit je dis non, et tout ce que j'ai fait, bah, ça s'arrête. Soit je dis oui, et je sais pas dans quoi je mets les pieds, mais... Et là, je dis oui. Mais je voyais déjà commissaire aux comptes, grosse structure et tout. Ouais. Et là, elle me dit, bon, prépare-moi une salle de repos idéale. Donc moi, pendant une semaine, je cherche des équipements, enfin pas moi toute seule, mais on a déjà un catalogue, mais là, on fait un catalogue, une salle nature et découverte, une salle rose, une salle jaune, une salle bleue, une salle rouge et noire, enfin voilà. On fait vraiment un vrai travail.
on lui donne. Et pour finir, ils nous ont énormément aidés, le Conseil régional de France. Donc ça a permis de continuer, de recruter des bénévoles. Bon, et après, on a continué les ventes aux enchères. Et depuis, maintenant, on bosse avec d'autres conseils régionaux. On va continuer d'ailleurs aussi avec l'Île-de-France. Et on a bossé avec la Fondation Crédit Agricole, d'autres fondations qui sont venues nous aider. Et c'est incroyable parce qu'on a équipé, je crois, maintenant 2800 salles de repos dans toute la France. Et votre association s'appelle comment? Solidarité avec les soignants. C'est un milieu que vous ne connaissiez pas? Non. Et Après, on fait des petites choses, c'est-à-dire qu'on demande, en fait, on a vraiment tout un process. On a sélectionné des équipements pas très chers, parce qu'il faut savoir que quand les hôpitaux s'équipent, ils passent par des centrales d'achat. Oui, voilà, on a vu des prix, ok, parce que nous, mais c'est beaucoup de boulot, c'est-à-dire que pour équiper une salle de repos, on va acheter la cafetière ici, le micro-ondes là, on a 4-5 fournisseurs des fois pour une salle, donc c'est beaucoup de travail en fait. Mais c'est des gens, j'imagine que pour vous lancer au début vous faites ça comme ça, mais après pour vous lancer vous avez dû les rencontrer et les voir, c'est des gens que vous... Non, je vais pas dans les hôpitaux, je déteste... Ah non, pas du tout. Ah, vous faites... en fait, tout au départ, c'est fait à distance. C'est des gens qui doivent vous toucher pour que vous vous engagiez comme ça. Oui, vous devez les voir. Mais moi, ce qui me touche, c'est le principe des soignants, c'est-à-dire des infirmières, des aides-soignantes, les médecins aussi. Mais je veux dire, ces gens qui sont altruistes, qui sont mal payés. J'avais fait un sketch qui a eu beaucoup de succès sur Europe 1 à l'époque et qui avait été très partagé. Je sais pas, qui a fait je sais pas combien de vues, peut-être 2 millions, je sais pas, sur les infirmières et en parlant de ça, moi ça me touche énormément le don. Je le dis dans le spectacle, la différence entre les actrices de cinéma qu'on va interviewer et les infirmières, personne ne leur demande. C'est des gens qui donnent en fait. C'est le don gratuit ou le don parce qu'elles y trouvent du plaisir, mais des gens mal payés, pas considérés, qui vraiment les salles de repos des soignants en France, c'est pas toutes, Dieu merci, mais il y a vraiment des micro-ondes qui fuient, il y a des bouilloires qui ne marchent pas, il y a des tasses ébréchées. Et des fois, rien qu'en achetant 12 verres, 4,50 € chez Jiffy, ou une bouilloire à 40 €, ben des gens, on leur change. Voilà, il y a un micro-ondes, c'est pas si cher en fait. Maintenant, on va sur des fauteuils massants, des fauteuils relax. On travaille avec la FUMA qui est implantée en France et qui nous a fait un prix sur les fauteuils relax où ils peuvent s'allonger la nuit. Mais c'est des petites actions très concrètes. Et j'ai eu la chance aussi, je fais pas ça toute seule, j'ai une équipe formidable. Cédric, le directeur de l'association, Nathalie et Janine, ils sont devenues des permanentes de l'association, et plein de bénévoles qui travaillent. Et on a monté, et on est unis par ça. Alors, des fois c'est dur, des fois on se dit comment on va faire, et puis après on retrouve de l'argent, on continue. Ce qui est fou, c'est qu'à un moment on avait tellement de demandes qu'on était comme une administration, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à répondre et les gens disaient attendez, 6 mois après, alors. Hein. Ah oui, donc vous deveniez finalement. On devenait une administration, parce qu'on sait le côté agile qu'on avait au départ, on l'a perdu à un moment. Donc on essaie surtout de ne pas faire de fausses promesses aux gens, c'est si on leur demande. Mais on a tout un process, c'est-à-dire qu'on a ce catalogue. Après, ce sont les demandes qui émanent des soignants, d'accord ? Donc ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent, ils nous envoient. Après, on vérifie leurs demandes, c'est-à-dire qu'il y a des bénévoles qui vont les appeler en essayant de voir, par exemple, je vous donne un exemple, il y en a, ils disent plus on demande, bon on aura, mais ils vont vous demander 3 canapés, la salle elle fait 12 mètres carrés, donc ça rentre même pas en fait. Et le contraire, on va identifier aussi des gens qui disent on boit du café dans des verres, si on peut avoir des tasses. Voilà, donc bien sûr on achète des tasses, donc faire émerger, et après c'est la première étape, on budgète, on vérifie auprès des cadres de santé, parce que des fois il y a eu des soignants qui demandaient sans parler aux cadres de santé, et des fois dans les hôpitaux ils se fritent, la direction de l'hôpital, et après on cherche les financements, on achète, on livre en fait. Merci de nous avoir parlé de cette association. Merci. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. J'ai réfléchi. Je sais pourquoi vous ne faites pas de cinéma pour l'instant. Pourquoi ? Parce que vous critiquez les actrices dans votre spectacle. Oui, je critique les actrices. Vous les comparez aux soignants. Je critique pas les actrices, je critique les journalistes qui sont... ça va pas fermer, c'est fini. Au revoir. Non, je critique les journalistes qui sont à plat ventre devant les actrices. Oui. Et je trouve excessif, même les artistes en général, je trouve qu'on est trop... Moi, je suis pas impressionnée par les artistes. Non. Je trouve qu'il y a des gens... les soignants, les flics, les pompiers, tous ces gens, les enseignants, tous ces gens qui font des choses pour les autres avec des petits salaires et qui sont les remparts de la société, qui ramassent, qui essayent de colmater les brèches, sont des gens que j'admire infiniment. Et on peut même rajouter les politiques dans ces gens-là. Des gens qui sont altruistes. Moi, je trouve que ça me touche. Les actrices, vous les moquez un peu.
suis peut-être Vous avez- jalouse.